Bonjour, bonjour à tous, bonjour messieurs et dames, bienvenue à cette présentation. C'est une présentation qui est consacrée au Covid-19. Le Covid-19 qui est le nom scientifique que l'on a utilisé pour appeler pour désigner la nouvelle pandémie qui s'appelle le coronavirus. Comme nous en avons connu dans le monde par le passé, nous avons connu la fièvre Ebola. Nous avons connu le VIH-Sida, nous avons connu le choléra, nous avons connu la peste, etc. Aujourd'hui, le monde doit faire face à une nouvelle pandémie. Cette pandémie s'appelle le coronavirus. Bonjour, mon cher frère Eugène Gondi. Voilà, je rappelle que cette présentation est disponible également sur JMTV+, JMTV+, sur YouTube, mais également JMTV+, JMTV+.com. Voilà, qui sont les sites internet de référence. Vous pouvez consulter cette publication. Voilà. Je vous invite à partager massivement la présentation afin qu'elle puisse être accessible au plus grand nombre. Je vais y aller au pas de charge. Ce sera comme d'habitude un live pas du tout polémique, mais surtout pédagogique, où j'essaierai d'expliquer les concepts, j'essaierai d'expliquer les choses gentiment pour que le maximum de Camerounais puissent comprendre, parce que c'est très important que nous puissions expliquer les concepts et que nous puissions rendre certaines connaissances accessibles. J'expliquerai beaucoup de mécanismes financiers qui échappent aux Camerounais, parce que bon, il faut être technicien pour les comprendre. J'essaierai de simplifier cela au maximum pour que nous puissions comprendre. Au maximum, j'expliquerai les stratégies des États pour pouvoir faire face au Covid-19. J'expliquerai les stratégies des États pour faire face à ce qu'on appelle le recovery et empêcher la récession. J'expliquerai ce que c'est que la récession. J'expliquerai ce que c'est que le recovery. Ça, c'est quand on est déjà en récession. J'expliquerai ce qu'on appelle le stimulus package. Ça, c'est pour empêcher la récession, ou pour ralentir l'entrée en récession, ou pour ralentir l'impact de la récession. Donc, j'essaierai d'expliquer le maximum de choses. J'expliquerai le quantitative easing, qui est une méthode qu'ont utilisé les États-Unis et la France pour protéger leurs grandes entreprises, pour les mettre à l'abri des achats hostiles, mais également pour les permettre de sauver, comme le secteur de l'automobile, pour les permettre de protéger aussi à la chaîne des petites entreprises, dont des millions d'emplois. J'expliquerai les plans d'aide aux ménages, j'expliquerai ce qu'on appelle l'open market, j'expliquerai pourquoi est-ce que la Réserve fédérale a baissé les taux, etc., qui sont des décisions prises aux États-Unis, à la Réserve fédérale européenne, ou en France, par exemple, en Allemagne, mais qui ont un impact positif sur l'économie mondiale ou internationale. Ça, ce sont des choses que vous devez comprendre parce que très souvent, quand on ne les explique pas bien, ce que nous appelons les panafricanistes, que d'autres appellent les panafricains, s'en emparent et déforment les propos et ne disent pas des choses qui reflètent la réalité. Donc, j'essaierai d'expliquer les choses simplement. Donc, comme j'ai dit à mon entrée de jeu, l'économie internationale a été frappée par ce qu'on a, les pays dans le monde entier ont été frappés par ce qu'on appelle le Covid-19. Le Covid-19 qui est une forme de grippe, jusque-là pas très bien connue dans le monde entier. La preuve, il n'y a pas de vaccin. Il y a toute une polémique, mais je ne vais pas entrer là-dedans parce que ça ne repose sur aucune évidence. Ce que l'on sait, c'est qu'elle est apparue en Chine, les premiers symptômes en Chine, et que la transmission de la maladie se faisant par la main que l'on porte au visage et qui répand la grippe, ou bien par les contacts comme la bise ou bien les embrassades, a permis une contagion rapide de cette forme de grippe à la plupart des populations. Donc, beaucoup de personnes ont contacté cette grippe. Elle s'est répandue rapidement à des pays voisins de la Chine, comme la Corée du Sud, avec laquelle la Chine a beaucoup d'échanges. Elle s'est répandue à Hong Kong et en plus, elle s'est répandue maintenant à d'autres pays parce que comme on dit que la période d'incubation dure 14 jours, les personnes qui avaient ça donc n'étaient pas des porteurs sains, il n'y avait pas de diagnostic à l'entrée des aéroports. Donc, elles ont voyagé, elles se sont rendues sur le continent européen, comme
en Italie, en Espagne, en France. Avec la mondialisation des échanges aujourd'hui, les gens voyagent beaucoup via les compagnies aériennes. D'autres sont entrés sur le territoire américain, aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, en Afrique, chez nous, dont les gens qui voyagent pour aller en Chine, faire leurs affaires et qui reviennent de la Chine, dont beaucoup étaient porteurs du Covid-19 et donc ont transmis la contagion à d'autres. Comme vous avez pu l'apercevoir dans les médias, la Chine a pris des mesures fortes pour pouvoir freiner le Covid-19. La Chine a pris des mesures fortes, notamment par le confinement des populations pour éviter les nouveaux cas et en faisant des tests rapides sur les personnes qui étaient confinées pour essayer de déceler ceux qui avaient des cas et les soigner et les isoler des autres. Et la conséquence rapide est que la Chine aujourd'hui annonce qu'après 5 mois de travail, elle n'a plus de nouveaux cas de coronavirus qui sont, voilà. Donc, elle a réussi à neutraliser l'expansion de la maladie et ceux qui sont malades sont sous traitement intensif. Le coronavirus est aussi arrivé en Europe. Comme je vous l'ai dit, avec la mondialisation des échanges aujourd'hui, les gens voyagent plus souvent dans le cadre de leur travail, dans le cadre de leurs vacances, dans le cadre des missions, des séminaires, etc., etc. Donc, pour plusieurs causes, pour aller se soigner, pour visiter un pays, pour des affaires, pour des excursions. Et donc, ils voyagent et le risque, voilà, de contracter la maladie ou de le transporter est grand. C'est comme ça que le coronavirus est arrivé aux États-Unis et en Europe. Bon, c'est une crise sanitaire, donc, comme on le dit, qui a des conséquences sur l'économie réelle. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une crise sanitaire. Cette crise sanitaire, elle affecte aujourd'hui des États. La raison pour laquelle elle affecte l'économie internationale, c'est qu'elle affecte les acteurs majeurs, les pays majeurs de l'économie internationale. Je peux citer par exemple les États-Unis, qui sont un acteur majeur de l'économie internationale, vous le savez tous. Hein, à cause de la présence de sa bourse, c'est une puissance industrielle, c'est un grand client, c'est un grand vendeur, un grand client notamment pour l'énergie, un grand vendeur dans l'énergie, l'armement, les équipements, etc. C'est également le pays qui regorge les plus grandes places financières, les plus grandes entreprises de technologie. Donc, à partir du moment où l'économie américaine est affectée, à partir du moment où la deuxième économie du monde, c'est-à-dire l'Union européenne, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, vous-même vous avez suivi les médias, sont affectés, à partir du moment où l'économie de la Chine est affectée, à partir du moment où le Japon est attaqué, vous comprenez donc que cela a une répercussion sur l'économie mondiale et internationale. Voilà. Et des pays émergents comme la Corée du Sud. Donc, en réaction, plusieurs pays ont pris des mesures pour pouvoir protéger leur population. Hein, les États-Unis, par exemple, ont fermé leurs frontières aux voyageurs en provenance d'Europe et d'Asie. Les pays africains, en l'occurrence l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Égypte, le Nigeria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, etc., ont aussi fermé leurs frontières le temps de mettre en place un dispositif de détection et de soins des personnes qui arrivent et qui sont infectées par le coronavirus dans leurs aéroports. Donc ça, ce sont des mesures, comme on dit dans le jargon, ce sont des mesures de précaution. Voilà, ce sont des mesures de précaution pour éviter une contamination massive. Bonjour Alain Sobui, bonjour Fleur Karine Nouma, bonjour Marco Léon, bonjour Emmanuel Kamoa, bonjour Moïse Tinda, bonjour Chloé Fonga. Donc, ces pays ont pris des dispositions telles que j'ai citées. Donc, la France et plusieurs pays d'Europe ont également fermé partiellement leurs frontières. Hein, ils ont fermé leurs frontières. Je dis bien partiellement. Ça veut dire que aujourd'hui, que l'OMS, pour communiquer à plusieurs pays, les bassins où la pandémie se répand rapidement et fait d'énormes dégâts, les pays peuvent donc fermer leurs frontières. Et puis, ça dépend des décisions aussi des décideurs dans ces mesures de précaution. J'ai partagé sur mon mur la dernière conférence du président Donald Trump avec le vice-président Mike Pence et le secrétaire d'État Mike Pompeo et la task force qu'ils ont mis en place pour gérer cette crise-là. Et vous avez bien vu la question que les journalistes ont posée à Mike Pompeo en disant, bon, vous avez fermé les États-Unis aux vols en provenance d'Europe, mais ces mêmes vols atterrissent dans tous les pays d'Amérique latine, en l'occurrence le Mexique, qui est aussi un grand pays touristique. Comment est-ce que ça se fait? Donc, je ne rentre pas dans les réponses, mais ça veut dire que chaque pays a pris des dispositions de précaution en fonction d'eux. Voilà. Je pense que la réponse qu'a donnée Pompeo est juste titre vérifié.
la mobilité aux États-Unis est plus accentuée que dans des pays comme le Mexique. Donc, le risque de propagation du coronavirus, du COVID-19 est plus grand aux États-Unis qu'ailleurs. Donc, les pays ont fermé leurs frontières. Les pays africains aussi ont fermé leurs frontières. Les pays africains aussi ont fermé leurs frontières. Le Cameroun a fermé ses frontières. Je sais qu'une fois que je dis ça, ça fait rire. Le Cameroun aussi a fermé sa frontière. Le Kenya a fermé sa frontière. L'Afrique du Sud a fermé sa frontière. Donc, comme j'ai dit, ce sont des mesures de précaution. Maintenant, la question que l'on se pose, c'est comment est-ce que le coronavirus va affecter l'économie mondiale? C'est ça la question. Comment est-ce que le coronavirus ou le COVID-19 va affecter l'économie mondiale? Parce que ce qui est en jeu, c'est la chose suivante. Ce n'est pas la seule pandémie qui existe. Il existe plusieurs pandémies, ou il a existé plusieurs pandémies. Il y a eu celle du VIH, mais on n'avait pas fermé les frontières. Il y a eu celle de l'Ebola, mais on n'avait pas fermé les frontières. Il y a eu celle du choléra, mais on n'avait pas fermé les frontières. Bon. Prenons par exemple la pandémie du VIH. C'était une pandémie qui se transmettait par les rapports sexuels ou bien par la transfusion sanguine, des choses comme ça. Donc, il fallait un contact, je peux dire, si je peux dire charnel, ou un contact très avancé, par exemple par les transfusions sanguines, pour que le VIH se transmette. Ça ne transmettait même pas par la salive. Donc, cela ne justifiait pas la fermeture des frontières. Des pandémies comme le choléra aussi ont affecté le monde, mais ça n'a pas justifié la fermeture des frontières parce qu'il suffisait de se désinfecter les mains ou bien de ne pas être au contact avec les aliments, je dis bien les aliments souillés pour que cela ne se transmette pas. Le COVID-19 est un peu plus particulier. Il se transmet simplement au fait que vous ayez serré la main à quelqu'un qui est porteur du COVID-19. Une fois que vous serrez la main, la transmission s'établit. Une fois que vous faites une embrassade, une accolade, la transmission s'établit. Une fois que vous faites la bise, la transmission s'établit. Or, nous vivons dans un monde où, pour X raisons, que ce soit des rencontres d'affaires, que ce soit des dîners ou diverses autres, des personnes se saluent, des personnes engagent des conversations, des personnes échangent, des personnes partagent, etc. Donc, le risque de contamination, il est grand. Donc, ce qui justifie le fait que des mesures de précaution qui ont été prises par les États soient différentes des mesures de précaution qui ont été prises par le passé. C'est important de le dire. À partir de ce moment, la probabilité que le COVID-19 affecte l'économie mondiale est plus grande. D'autant plus que le degré d'intégration, j'insiste bien sur le mot, le degré d'intégration des économies mondiales en 2020 est très bien supérieur à ce qu'il était il y a 30 ans quand apparaissaient des pandémies comme le VIH-Sida ou il y a 15 ans quand apparaissait celle de l'Ebola, par exemple. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les échanges sont plus accélérés en matière de transport aérien, en matière de transport maritime, en matière de transport terrestre, etc., etc. Les personnes échangent énormément. Les populations voyagent énormément. En matière avec le train, avec les véhicules, avec l'avion, les personnes voyagent énormément. Si vous était donné de voir le tableau de bord des contrôleurs aériens, mais vous verrez que la navigation aérienne, mais c'est grave, la navigation terrestre, c'est zéro. On dirait même que ces avions-là vont se cogner dans le ciel, quoi. Parce que c'est une fourmilière, c'est comme une fourmilière, on ne sait même pas qui passe où. Donc, il y a énormément d'avions dans le ciel, donc il y a énormément de personnes qui traversent, donc comme ce qu'on peut appeler des voyages transcontinentaux. À partir de ce moment, quand vous prenez une pandémie qui se transmet seulement lorsque les gens se saluent, se font la bise ou se serrent dans les mains, vous comprenez donc qu'avec la vitesse des échanges qui est très accélérée aujourd'hui par rapport à 2020, le risque de contamination dans le monde est grand. C'est pour ça que les États ont pris des mesures et qui malheureusement vont affecter l'économie mondiale. J'explique. L'économie, le COVID-19 affecte l'économie du monde parce qu'il affecte la libre circulation des personnes. Aujourd'hui, les États ont pris des mesures restrictives pour limiter la circulation des personnes. Les personnes ne peuvent plus se déplacer. Par exemple, quelqu'un qui voulait voyager en Allemagne pour venir aux États-Unis ne peut plus voyager pendant 30 jours parce que les Américains veulent voir
quels sont les cas, comme le Covid, c'est une semaine à 14 jours d'incubation. Ils veulent voir rapidement les nouveaux cas, le temps de les isoler et de les traiter avant de rouvrir leurs frontières. Et ils veulent aussi qu'en Europe, rapidement, sous 30 jours, on décèle les nouveaux cas. Donc, dans 30 jours, on aura à peu près une idée. Donc, si le ciel américain est fermé, vous imaginez le nombre de vols d'avions en provenance des États-Unis qui ont été annulés. Si vous avez des nombres de vols qui sont annulés, vous savez vous-même que les compagnies aériennes reçoivent de l'argent bien avant, c'est-à-dire que vous réservez votre billet d'avion 3 mois, 4 mois, 6 mois, voire même 1 an à l'avance. Et donc, si vous voulez voyager, que les vols sont annulés, elles vont devoir rembourser de l'argent. Donc, elles tiennent ça dans leur comptabilité, ce qu'on appelle en anglais, dans la comptabilité anglo-saxonne, on earn revenue. On earn revenue, c'est-à-dire que les revenus, l'argent que vous avez encaissé, mais qui ne vous appartient pas. Donc, elles vont devoir retourner cet argent. Ça va fausser leurs prévisions. Les vols annulés, ça veut dire qu'une sous-utilisation du matériel volant. Or, c'est des avions qu'on achète neufs et qu'il faut amortir. Les amortissements sont des charges fixes et doivent être compensés par l'argent qui rentre dans la vente des billets d'avion. Or, on vend les billets d'avion, on ne peut pas exécuter les prestations, on doit retourner l'argent aux personnes. Donc, ça va pénaliser le transport aérien, qui est déjà un secteur hautement concurrentiel et en grande difficulté. Donc, les compagnies aériennes vont être fortement pénalisées. Leur chiffre d'affaires va piquer, va baisser, parce que pendant presque 3 mois, elles ne pourront pas exécuter. Donc, quand on dit on ferme le ciel européen, on ferme le ciel américain, on ferme le ciel africain, les premiers à être touchés, c'est les compagnies aériennes. La conséquence immédiate, c'est qu'elles vont licencier. Elles vont licencier le personnel au sol, elles vont licencier le personnel navigant volant, en l'occurrence les hôtesses, les pilotes, etc. Elles vont clouer certains avions au sol et elles auront du mal à payer les traites qu'elles ont chez les constructeurs d'avions qui leur donnent des avions à crédit. Donc, ça, c'est important de le dire. Et je pourrais m'encore expliquer plus loin ce qu'on appelle asset-backed security, c'est-à-dire que le mode de refinancement des dettes des achats d'avions, bon, ça, c'est une finance très, très, très pointue et très compliquée. Ça va vous donner mal à la tête. Non. Donc, il y a ça. Le secteur du transport va être touché. Le transport aérien, le transport terrestre, le transport par navigation maritime, les croisières maritimes, dont les croisières sur les lacs, comme sur le lac Michigan ici, là, qui borde l'État du Michigan, l'État de l'Illinois, l'État de Wisconsin, l'État de Minnesota. Il y avait des croisières maritimes. Tous ces croisières ont été neutralisés. Il n'y a plus de croisières. Donc, c'est important. C'est les chiffres d'affaires qui sont perdus. Ces entreprises vont être en difficulté. Le transport international va être pénalisé. Au sein de l'Europe, les transports par TGV inter-européens, par train inter-européen, par transport terrestre inter-européen, transport aérien inter-européen, toutes ces grandes compagnies, EasyJet, Ryanair, Air France, KLM, etc., vont être pénalisées. Elles vont perdre énormément de chiffre d'affaires. Donc, elles vont être pénalisées. Les compagnies africaines, Ethiopian Airlines, Kenya Airways, Air Ivoire, Air Sénégal, etc., South Africa Airways, vont être énormément touchés par le Covid-19. Parce que le travel ban, ça veut dire que les fermetures des frontières vont pas les empêcher d'exécuter les prestations et elles vont devoir retourner l'argent, donc elles n'auront pas assez de recettes pour couvrir leurs charges. Ça, c'est important. Le Covid-19 affecte la circulation des marchandises. La circulation des marchandises. Dans le cas du Cameroun, par exemple, allons-y pendant que nous y sommes. Vous avez suivi le Premier ministre dit, voilà, nous allons limiter les bateaux, même les bateaux à quai, nous allons limiter l'entrée des bateaux dans le port camerounais. Et pareil aux États-Unis aussi, c'est pareil. Ils vont limiter l'entrée des bateaux. Donc, ça veut dire qu'il y aura moins de transport de marchandises. Ça va donc affecter la chaîne d'approvisionnement, ce qu'on appelle le supply chain, le transport des marchandises. Ça va affecter l'approvisionnement des grands magasins. Aujourd'hui, en France, vous avez suivi Michel-Édouard Leclerc, qui est le patron de la grande, du syndicat des grands distributeurs de la grande distribution en France. Vous avez suivi les patrons des syndicats de la grande distribution aux États-Unis, Amazon, Walmart, Pick and Save, etc., Costco, etc. Prendre la parole en disant, voilà, nous avons un risque d'approvisionnement sur des produits de première nécessité. Donc, ça va pénaliser parce qu'une bonne partie de ces produits de première nécessité sont en provenance d'Asie. Voilà. Donc, il n'y a pas de transport. Les États-Unis aussi font face à des pénuries de masques pour pouvoir protéger les gens qui travaillent dans le domaine médical. Et cette pénurie de masques, c'est simplement parce que c'est des produits
Donc, on a délocalisé la fabrication en Asie et qui pénalise énormément les Noirs. Ça, c'est important. Ça va affecter le mouvement des capitaux. Le mouvement des capitaux parce que vous savez vous-même que les entreprises se financent. Bon, il y a plusieurs manières de se financer. Hein. Je vous explique simplement pour que chacun puisse comprendre. On peut se financer en empruntant à la banque. Ça, c'est le financement on utilise régulièrement dans notre pays. Ça veut dire que les entreprises peuvent emprunter à la banque et peuvent emprunter chez le banquier. Mais on peut aussi se financer pour de grosses opérations parce que le banquier camerounais, par exemple, peut pas vous emprunter 50 milliards, c'est pas possible. Pour de grosses opérations, il faut aller emprunter à la bourse. Vous empruntez à la bourse, les entreprises empruntent à la bourse par l'émission de plusieurs titres. Soit elles émettent des actions, ça veut dire qu'elles créent de nouvelles actions qu'elles vendent à la bourse et les investisseurs peuvent acheter pour devenir actionnaires, mais ça rentre du cash que l'entreprise peut utiliser pour financer ses investissements. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, soit elles émettent des notes. Des notes, ce sont des obligations de 0 jours à 2 ans. Ça veut dire que la maturité, l'échéance de remboursement, c'est de 1 mois, 2 mois, 3 mois à 2 ans. Ça, ce sont des notes. Donc, elles peuvent mettre des notes sur les marchés financiers. Troisième forme de financement, c'est des obligations. Les obligations, ça veut dire que c'est des titres financiers que les entreprises émettent à la bourse, mais qui ne vous permettent pas d'être actionnaire, mais qui vous permettent d'emprunter ou de prêter, pardon, autant pour moi, de prêter à l'entreprise, mais qui permet à l'entreprise d'emprunter sur les marchés financiers. Voilà. La conséquence immédiate est que les investisseurs, quand il y a une situation comme celle-là, les investisseurs ayant de l'aversion pour le risque, ça veut dire qu'ayant une sorte de prudence naturelle, de méfiance pour le risque, vont pas se bousculer pour emprunter. Et du coup, ils vont demander plus d'intérêt, plus de rémunération pour pouvoir souscrire de nouveaux emprunts. Parce qu'ils vont se dire, voilà, la situation est là, qu'est-ce qui nous garantit que ceux qui avaient emprunté vont pouvoir emprunter, d'autant plus qu'ils ne peuvent pas rembourser. Par exemple, c'est une compagnie aérienne, elle a 40% de ses avions cloués au sol, elle ne fonctionne pas, est-ce qu'elle va pouvoir faire face à sa dette et pourquoi elle emprunte maintenant? Donc, ils vont rechigner à emprunter, à prêter de l'argent aux entreprises. Donc, ça, c'est une situation qui est difficile. Ça va donc affecter la capacité des entreprises à lever de l'argent sur les marchés financiers, à la bourse, parce que les vrais projets, ce n'est pas la banque. La banque, quand même, se finance à la bourse. Les vrais projets, ce n'est pas la banque, je dis encore. La banque elle-même, elle se finance à la bourse. Donc, on ne peut pas dire que les vrais projets, ça passe par la banque. La banque elle-même, elle va se financer à la bourse. Donc, à partir de ce moment, les entreprises auront peur de lever, les entreprises auront du mal à lever de l'argent auprès des investisseurs institutionnels. Ça va être un peu difficile. Les entreprises auront du mal à trouver de l'argent. Donc, ça va affecter le financement de l'économie, notamment le financement de l'économie productive des entreprises. Ça va affecter le financement des États qui auront du mal à lever la bourse. Je reviendrai plus tard quand je vais expliquer les politiques d'open market, puisque vous avez vu que la Banque centrale européenne a racheté massivement la dette des pays. C'est pour permettre aux États d'injecter la liquidité dans les caisses des trésors publics des pays et leur permettre à faire face aux nouvelles dépenses, les dépenses de santé, les dépenses de sécurité, les compensations d'assurance chômage, les compensations pour les entreprises, etc., les plans de garantie des nouveaux prêts pour les entreprises. Je vais vous expliquer tout ça, en l'occurrence en France. Donc, je vais vous expliquer ça plus tard. Donc, ça va affecter le mouvement des capitaux, comme je vous ai dit. La faculté pour les entreprises à lever de nouveaux financements pour financer les activités économiques. La faculté pour les entreprises qui vont voir les investissements qu'elles avaient faits en bourse, dans les actions, les cours des actions vont baisser. Et dans les obligations aussi, ça va affecter les obligations parce que je ne vais pas trop dans les détails parce que c'est trop technique. Je ne veux pas que ça vous effraie. Mais quand l'État vous empruntez en bourse, il y a ce qu'on appelle le coupon, ça veut dire le taux d'intérêt. Mais comme le prêt est à la bourse et que la bourse fluctue,
Quand il y a une demande, ce qu'on appelle, il y a la fameuse phrase en anglais, on dit, when yield go down, price goes up. When price goes down, yield goes up. Donc, ça fait un peu un chemin inverse entre le montant que les investisseurs demandent pour pouvoir investir dans une obligation et le coût de l'obligation. Donc, tout ça, vous voyez, ça va affecter les marchés financiers, ça va affecter le fonctionnement des capitaux, la capacité à lever l'argent, la demande en termes de capitaux. Ça va les affecter. Le COVID-19 va affecter également l'économie locale et mondiale dans les pays. L'économie locale, parce qu'avec le COVID-19, ce qui va se passer, c'est que les économies locales vont être affectées par le COVID-19. Ça veut dire que les économies locales, en l'occurrence les économies dans les villes, ça veut dire les centres commerciaux, le petit commerce, généralement en centre-ville. Il va être, prenez un exemple au Cameroun, une fois qu'on dit voilà, il faut que le petit commerce soit fermé, que tout le monde rentre chez lui. Vous voyez vous-même que ça va affecter l'économie locale. Parce qu'une fois que le petit commerce est fermé et que les gens doivent rentrer chez eux, la probabilité que les gens puissent faire des affaires, elle est faible. Si les gens ne vendent pas en ville, ils ne pourront pas acheter ce qui vient dans les campagnes. Et s'ils n'achètent pas ce qui vont dans les campagnes, ceux-mêmes qui sont dans les campagnes n'iront pas en ville acheter les pesticides, les semences, etc., etc. Donc, il y a une corrélation entre les deux. De la même manière, vous voyez en Europe aujourd'hui, les petits commerces, les commerces de détail, les petits commerces, les restaurants, les bars, les vendeurs de véhicules, de vêtements, les laveries de voitures, etc., sont fermés. Ce qui fait qu'eux aussi ne vont pas commander chez les fournisseurs qui leur fournissent des vêtements, qui leur fournissent de la nourriture, qui leur fournissent, etc. Ils ne vont pas payer leur facture d'électricité, de loyer. Donc, ça va créer un impact à la chaîne sur tous les acteurs. Voilà. Donc, ça affecte l'économie locale, ça affecte l'économie mondiale, parce que vous pouvez être sûr, vous pouvez compter sur moi que la commande, par exemple, de bois, des matières premières en provenance de nos pays, le bois, le pétrole, etc., cette commande-là va chuter parce que le commerce international, lui, il va s'effondrer. Donc, ça, c'est important. Le COVID-19 affecte la chaîne d'approvisionnement, comme je vous ai dit, le supply chain. Les grands magasins aujourd'hui en Europe sont affectés. Prenez des gens comme Amazon. Amazon aujourd'hui est incapable de délivrer les commandes que les gens font sur Amazon. Or, quand vous savez que 80% des personnes qui vendent sur Amazon, ce sont des petits commerces. Ça veut dire que ce sont des petits commerces, des gens qui fabriquent leurs parfums, des gens qui fabriquent leurs produits dans les garages. Ici aux États-Unis, il faut savoir ça, 80% des gens qui vendent sur Amazon, c'est des gens qui ont leur petite unité industrielle dans leur garage. Ou bien qui ont des petites unités industrielles, ils fabriquent la bière à base de miel, etc. Ils fabriquent des produits de niche. Dans des toutes petites niches-là, ils peuvent vendre sur Amazon. Bon, à partir du moment où aujourd'hui Amazon dit, bon, voilà, on a du mal, on suspend partiellement les livraisons, on ne fonctionne qu'à 50%, on est sous pression de l'État, parce que l'État veut que nos travailleurs aient des masques, des gants, etc., etc., et que nous leur donnons une assurance maladie au cas où ils devaient contracter le coronavirus, que nous les prenons à 100% en charge. La conséquence, c'est que ça va pénaliser le petit commerce. Ça va pénaliser le petit commerce et ça va mettre à mal le petit commerce. Donc, vous devez comprendre que ça crée des difficultés dans la chaîne d'approvisionnement. Dans la chaîne d'approvisionnement des grandes entreprises. Quand vous prenez une entreprise aux États-Unis comme Dell, Dell, c'est une entreprise aux États-Unis qui vend des ordinateurs. Dell vend des ordinateurs que vous pouvez acheter dans les commerces. Et ça, vous configurez votre ordinateur en ligne et Dell les fabrique. Dell importe les composants de Chine. Aujourd'hui, la Chine est frappée dans ses bassins de production. Elle a mis les personnels, les ouvriers à la maison, elle les a confinés. Ça veut dire qu'il y a une rupture dans la chaîne d'approvisionnement. Il y a une rupture dans les composants qui viennent aux États-Unis. Les usines même de Dell sont à l'arrêt. Ça veut dire que Dell ne va pas pouvoir livrer ses commandes et ne va pas pouvoir elle-même recevoir les pièces de rechange ou d'équipement qui viennent de Chine. Par exemple, prenez l'industrie automobile. Vous savez comment ça fonctionne. Tous les grands fabricants d'automobiles aujourd'hui se sont concentrés sur trois choses. Le design, ça veut dire dessiner les modèles, établir le cahier des charges, assembler et vendre. Voilà. Disons quatre choses. Faire le design des véhicules, rédiger le cahier des charges, recevoir, commander les pièces, assembler et puis vendre, faire le marketing. C'est tout ce qu'elles font. Bon.
Aujourd'hui, ceux qui font la voiture, ce sont les sous-traitants. Ils fabriquent des pièces de moteur, ils fabriquent des pièces de carrosserie, ils fabriquent des pneus, ils fabriquent des plaquettes de frein, ils fabriquent de l'huile de moteur, etc., etc. Ils livrent chez les constructeurs. Or, si aujourd'hui l'industrie automobile ne continue pas à fabriquer, commence à fermer les chaînes de fabrication parce qu'il faut des mesures de précaution pour protéger les travailleurs du coronavirus, ils ne vont plus commander chez les sous-traitants. Les sous-traitants eux-mêmes ne vont plus commander la matière première en Afrique. La conséquence, c'est qu'en Afrique, il n'y aura pas de commande. Chez les sous-traitants, il y aura les travailleurs au chômage. Et dans l'industrie automobile, et l'industrie automobile même vend ses véhicules à tous ces gens qui travaillent. Donc, il y aura, ça crée un effet à la chaîne. Vous comprenez donc que le COVID-19, c'est une pandémie qui n'est pas une pandémie comme les autres, qui va, comme on dit en anglais, hit. Ça veut dire que vraiment frapper de plein fouet l'économie internationale, et c'est quelque chose à prendre très au sérieux. Bon. J'ai dit que ça va affecter les PME, donc les PME dans le domaine de la distribution, les PME comme les sous-traitants, les PME, les TPME. Quand vous prenez un bar chez nous, c'est une TPME. Quand vous prenez le grossiste qui est au marché Mbopi, c'est une TPME. Quand vous prenez etc., ce sont des TPME. Donc, ils vont être affectés. Ça va affecter l'industrie du tourisme et des loisirs. Ça, c'est important. Vous avez vu vous-même comment est-ce qu'on a annulé l'euro, le championnat d'euro. On a annulé le championnat d'euro 2020. On l'a reporté à 2021. Dites-vous bien qu'il y avait des réservations de billets d'avion. Il y avait des réservations dans les chambres d'hôtel. Les restaurants dans les pays où devait se jouer, je crois que c'est 12 pays où devait se jouer la compétition européenne. Les restaurants sont en difficulté, etc., etc. Le CHAN qui devait se jouer au Cameroun, les hôteliers ne verront pas arriver la clientèle. Les restaurants ne verront pas arriver la clientèle. Les transporteurs ne verront pas arriver la clientèle, etc., etc. Donc, les PME dans le domaine du transport, de la restauration, de l'approvisionnement des restaurants, du loisir, etc. Les matchs de basketball aux États-Unis sont annulés. Vous pouvez imaginer, les équipes de basketball, ce sont des entreprises, ce sont des franchises. Elles vendent des billets, elles vendent de l'espace publicitaire, elles vendent des droits de télévision, etc., etc., etc. Tout le monde a émis. Donc, tout ce business-là à l'arrêt. Et elles ont des charges, les salaires des joueurs, l'entretien des salles des terrains de basket, etc., les salaires des entraîneurs, les salaires des kinésithérapeutes, le staff médical, les primes d'assurance, elles ont des charges qu'elles doivent couvrir. Donc, tout ce business est à l'arrêt et ne fonctionne pas. Le COVID-19 va freiner l'industrie du tourisme. Quand vous payez des pays qui dépendent énormément du tourisme, comme le Kenya, comme l'Égypte, où les gens viennent visiter les pyramides, comme le Kenya, où les gens viennent visiter les réserves d'animaux, etc., des eaux. Quand vous prenez les États-Unis avec ce qu'on appelle le tourisme d'affaires, c'est-à-dire que les grands salons, les grandes conventions internationales, salon international de la nouvelle technologie, salon international de l'armement, les tournois de tennis, tournois de tennis comme Roland Garros, par exemple, etc. Des gens voyagent, c'est du tourisme. On ne va pas voir Roland Garros parce qu'il y a, je ne sais pas moi, Rafael Nadal qui joue. On va se donner du bon temps, visiter Paris, faire des courses, faire du shopping sur les Champs-Élysées dans les grands magasins, goûter la cuisine française, voyager en TGV, visiter le château de Versailles, etc. Tout ça est à l'arrêt. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, toutes ces chaînes d'approvisionnement à l'arrêt de tourisme et de loisirs. Le COVID-19 va freiner la consommation. Parce qu'aujourd'hui, il y a la méfiance. Si le COVID-19 peut se transmettre simplement par la main, le shake hand, voilà. Donc, dites-vous que les gens qui font la cuisine dans les restaurants sont affectés. Les gens n'achètent plus, il n'y a pas assez d'échanges de ce côté-là. Ça va pénaliser énormément les personnes. Donc, ça fait désordre parce que l'État reçoit dans tous les pays du monde, pratiquement 50% des ressources viennent de la taxation indirecte. Ça veut dire qu'en matière de fiscalité, vous avez l'impôt direct. Ça veut dire que l'État prélève directement. Vous travaillez,
l'État vous prélève directement sur votre salaire. Vous êtes une entreprise, quand vous distribuez les dividendes, l'État vous prélève directement. Maintenant, vous avez la taxation indirecte. Ça veut dire que vous avez votre revenu, vous allez consommer dans la rue, vous achetez quelque chose, vous payez la TVA à 20%. Donc, l'État vous prélève indirectement. Vous payez votre facture d'électricité. L'État, dans certains pays, vous prélève indirectement parce qu'elle prélève des taxes dessus. Donc, il y a des taxes qui sont prélevées indirectement, il y a des taxes qui sont prélevées directement. Donc, surtout sur les taxes prélevées indirectement, l'État paie parce que la consommation va chuter, vu que les gens sont à la maison. Les gens ne sortent pas. Ils ne vont pas dans les bars, ils ne vont pas au cinéma, ils ne vont pas regarder les matchs de basket, ils vont passer des temps. On est un vendredi soir, logiquement, ici, le vendredi soir, tout est plein jusqu'au samedi matin, les gens sont dehors. Tout le monde est fermé et en confinement. Donc, les gens ne dépensent pas, les gens ne commandent pas, les entreprises sont à l'arrêt. Vous avez vu, j'ai partagé sur mon mur, même dans les États comme le Kentucky, on a baissé le gallon. Donc, le gallon, ça veut dire 3,5 litres d'huile, de pétrole à 99 cents. Ça veut dire à 500 francs, 550 francs. 550 francs, vous imaginez, même au Cameroun, le prix du litre de super à la pompe, je crois que ça doit être 500 francs. Je peux me tromper. Ici, on a 3,5 litres pour 500 francs. Donc, vous comprenez que ça affecte énormément parce que ça ne tourne pas. Et or, les États prélèvent un pourcentage sur la consommation de carburant. La consommation de carburant, de kérosène, de super, de gazole, l'État prélève une partie. C'est une bonne partie des recettes fiscales là-dedans. Donc, ça ne fonctionne pas. Bonjour, Fleur Karine. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, vous voyez que vous-même que ça affecte énormément l'économie. Ça affecte énormément l'économie et ça pénalise énormément l'économie. Bonjour Romari Ngessi, bonjour Luc Camto, bonjour Takumben, bonjour Chantal Bouke, bonjour André Koloko, bonjour Magloire. Donc vous comprenez vous-même que l'économie est énorme, est extrêmement affectée. Bon, ça va également diminuer le niveau d'épargne dans les ménages et le niveau de liquidité dans les banques. Ça, c'est important. Le Covid va diminuer le niveau d'épargne dans les ménages. Simplement parce que comme les ménages ne travaillent plus, les gens ne vont pas travailler. Quand on met les gens en confinement, les gens vont devoir utiliser leur épargne, leur revenu de sécurité, ce qu'on appelle leur emergency fund. Emergency fund. Aux États-Unis, quand vous avez un conseiller financier, ça veut dire que quand vous cotisez, vous avez un plan d'épargne retraite, un plan d'épargne assurance vie, machin, pour que si vous décédez, vous laissez un capital à vos enfants pour qu'ils puissent faire ce qu'ils entreprendre ou faire autre chose. Votre conseiller financier commence toujours par vous dire we have to build two things. Your emergency fund and your survivor fund. Ça veut dire qu'il vous demande toujours d'avoir un fonds où si jamais il arrive quelque chose, un accident, quelque chose comme ça, c'est ce qu'on appelle emergency fund. On peut aller prendre à l'intérieur. Si vous ayez quelque chose, je ne vais pas donner de montant ici, là, parce que ça peut. Vous devez toujours avoir quelque chose. Et ce qu'on appelle survivor fund. Survivor fund, ça veut dire que votre conseiller financier vous dit aussi que, écoutez, il faudrait avoir toujours un peu quelque chose pour que s'il y a une situation comme celle qu'il y a maintenant, là, où vous ne pouvez pas du tout travailler, l'État ne peut même pas vous donner une allocation, vous devez pouvoir avoir les moyens de faire face à vos charges habituelles pendant 6 mois. On n'appelle pas ça survivor fund. Et quand vous avez un conseiller financier aux États-Unis, il vous demande, avant même de commencer à mettre les assurances vie, etc., il vous demande de commencer d'abord par créer ce qu'on appelle un emergency fund et un survivor fund. Ça veut dire que s'il y a un accident, bon, en dehors, bon, votre assurance va prendre en charge ceci, mais vous devez pouvoir avoir des fonds pour pouvoir vous occuper de ça. Un survivor fund également, c'est un fonds où si vous avez... Ça, c'est important. Hein, c'est des choses que on n'est pas familier avec ça en Afrique. Mais il faut vous dire qu'à l'échelle mondiale, à l'échelle de l'économie internationale, les pays où nous vendons, les pays où nous achetons, ça va affecter. Parce que les gens vont aller au jour d'aujourd'hui prélever dans leur survivor fund en disant, bon, j'avais 20 000 $ à la banque, peut-être mes charges, c'est 3 000 $ par mois. Donc, je vais devoir prendre dans les 3 000 $ là pour les 6 prochains mois si je ne travaille pas en attendant de voir ce qui va se passer. En attendant de voir ce qu'on va dire,
pour les compensations parce que les gens n'ont pas travaillé, parce que les entreprises ne peuvent pas payer les gens quand ils n'ont pas travaillé. Donc, il va falloir des compensations de l'État. Les gens sont restés à la maison. C'est l'État qui oblige les entreprises de fermer et de mettre les gens à la maison par des mesures de confinement. Donc, il va falloir, les gens vont prélever dans ces fonds-là. Si les gens prélèvent dans ce fonds, ça veut dire que ça retire la liquidité dans les banques. Parce que la liquidité des banques, quand vous connaissez le bilan des banques, vos dépôts, ce sont des passifs pour les banques. Donc, ces fonds-là vont être retirés. Ça diminue la liquidité dans les banques. Ça diminue aussi la liquidité dans le circuit économique parce que comme les gens vendent en bourse leurs actifs financiers, leurs actions, leurs obligations, leurs notes, leurs divers produits financiers, comme les gens vendent ces produits financiers en bourse, ils se débarrassent de ces produits financiers et ça se fait au détriment des banques. Donc, ça diminue la liquidité dans les banques. Ça, c'est très important. Donc, ça va pénaliser les banques. Ça va pénaliser les banques. Ensuite, ça va aussi diminuer la liquidité dans les banques parce que le secteur bancaire aujourd'hui n'aura pas les moyens de payer, comment on dit ça? Le secteur bancaire va devoir passer énormément de provisions. J'explique. En temps normal, quand l'économie est healthy, ça veut dire l'économie va bien, les banques empruntent aux entreprises. Vous voulez importer, vous êtes installé aux États-Unis, vous avez une chaîne de 10 restaurants dans la ville de Chicago et vous importez le vin français, par exemple, et le vin italien et les liqueurs en Irlande ou en Écosse pour servir à votre clientèle. C'est 2 conteneurs par mois, un conteneur qui vient de France, un conteneur qui vient de Grande-Bretagne. Donc, vous avez des lettres de crédit. Maintenant, vous avez émis les lettres de crédit, vous avez importé les marchandises, le commerce est fermé, vous n'allez pas pouvoir rembourser. Vous allez dire à votre banquier, il n'y a pas d'entrée. De toute façon, il verra qu'il n'y a pas d'entrée parce que quand on paye par carte de crédit, quand on paye par chèque, ça va dans votre compte. Donc, s'il n'y a pas d'argent, vous allez dire au banquier, je ne suis pas capable de faire face au paiement de mes traites. Si je ne suis pas capable de faire face au paiement de mes traites, ça veut dire que ça affecte le banquier. Il n'y a pas de trésorerie qui rentre, il y a des crédits en cours. Le banquier va devoir passer des provisions. Les provisions, ce sont des charges fictives. Il va passer des provisions. Passer des provisions pour nettoyer les créances dans les comptes. Donc, les secteurs bancaires seront affectés. Et une grosse partie des dépôts des banques, c'est souvent des grands fonds comme les compagnies d'assurance. Elles aussi vont voir les fonds qu'elles ont déposés dans les banques. La probabilité de les récupérer va être incertaine. Donc, il y a un ensemble d'incertitudes qui vont naître. Donc, ça, c'est important à savoir. Ça, c'est important à savoir. Ça va diminuer le niveau d'épargne déposé dans les banques. Ça va diminuer le niveau d'épargne dans les ménages. Ça va diminuer la liquidité dans les banques. Voilà. Les banques vont devoir passer les provisions sur les prêts en cours qu'elles ont accordés aux ménages ou qu'elles ont accordés à leurs clients. C'est important. Les banques vont devoir passer des provisions sur les prêts qu'elles ont accordés aux ménages ou qu'elles ont accordés à leurs clients. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Il faut le dire. Il faut bien le marteler à nos frères. Que les banques vont devoir passer des provisions sur les créances qu'elles ont accordées à leurs clients. Donc, si les banques vont devoir passer des provisions sur les créances qu'elles ont accordées à leurs clients, ça veut dire que les banques vont réduire le niveau d'engagement ou bien de crédit qu'elles accordent à leur clientèle. Et ça va pénaliser fortement l'activité économique. Donc, il faudrait aussi que les gens puissent le savoir. Voilà. C'est-à-dire que dans les jours à venir au Cameroun, vous aurez une raréfaction des crédits au guichet des banques, simplement parce que le banquier va commencer à ce qu'on appelle en anglais uncertainty, c'est-à-dire qu'il va être confronté au fait qu'il va se dire, voilà, je peux emprunter et les gens ne me remboursent pas, je fais comment? We go do how? Donc, il ne va pas beaucoup emprunter. Voilà, je vous ai brossé à peu près comment est-ce que le coronavirus peut affecter l'économie mondiale, internationale, dans le transport, dans le tourisme et loisirs, dans la chaîne d'approvisionnement, le supply chain, dans les PME, les TPME, dans les échanges, dans les secteurs d'activité, comme l'automobilisme sectoriel, etc., etc., etc. Maintenant, parlons de comment est-ce que le coronavirus va affecter les finances publiques des États. Ça, c'est important. Les finances publiques. Les finances publiques. C'est important. Les finances publiques. J'entends par finances publiques
la manière dont l'État collecte les ressources, les recettes fiscales, et la manière dont l'État dépense les ressources, la dépense publique. Quand cela s'équilibre, c'est bon pour l'économie. Quand il y a un surplus de recettes, c'est bon pour l'économie. Quand il y a une raréfaction de recettes, c'est mauvais pour l'économie parce qu'on appelle ça déficit. Ça veut dire que un État collecte les recettes fiscales, les impôts, comme on dit généralement au Cameroun, mais en fait, ce sont les recettes fiscales. Tout ne sont pas les impôts. Par exemple, la douane n'est pas une recette fiscale. Non, la douane est une recette. La douane, oui, d'une certaine manière, est une recette fiscale, puisque la douane aussi, c'est le fisc. Donc, voilà. Donc, il y a l'argent des impôts, il y a l'argent des douanes, il y a l'argent du trésor, c'est-à-dire que l'enregistrement, les timbres, la curatelle, etc., etc., etc. Ça, ce sont les recettes de l'État, les droits sur le pétrole, qu'on reverse à la SNH, qui est budgétisé, etc. Ça, ce sont les recettes. Il y a les dépenses maintenant, les dépenses d'investissement, les dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire que l'argent qu'on utilise pour construire une route, construire des hôpitaux, construire des dispensaires, équiper l'armée, équiper la police, etc., etc., rénover les aéroports, etc., etc., etc. Ça sont les dépenses de fonctionnement. Il y a les dépenses de fonctionnement maintenant. Paiement des salaires des fonctionnaires, etc., etc. Ça sont les dépenses de fonctionnement. Donc, l'État a deux choses. Les ressources, les dépenses. Quand les deux s'équilibrent, ça veut dire que si les dépenses, c'est 5 000 milliards, les ressources, c'est 5 000 milliards, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Quand les ressources ici, là, sont au-dessus des dépenses, c'est bon. Ça veut dire qu'il y a un surplus d'impôts. L'écart, là, c'est un surplus d'impôts. Mais quand on est dans la situation inverse, les dépenses, là, sont élevées, les ressources sont en bas, il y a peu de ressources, on fait face à ce qu'on appelle un déficit. Un déficit. Un déficit. Un déficit. Et le déficit est dangereux. Et la conséquence du Covid-19, c'est la particularité, c'est qu'il va créer des déficits. Il va créer des déficits. Donc, pour que vous compreniez comment ça va affecter les dépenses publiques. Je prends un exemple. Les recettes, les principales sources de recettes de l'État. Au Cameroun encore, c'est la douane. Dans les pays européens, aux États-Unis, on a presque aboli la fiscalité de port. Ça ne compte que pour 8 à 10%, maximum 12% dans certains États pour les ressources d'un pays. Bonjour Panboukam, bonjour Christian Djomo, bonjour Paulindo, bonjour Karine Bibian Richaud, bonjour Agnès P. de la Ruelle, bonjour, bonjour Vivienne Kameni. Donc, ça affecte l'économie de quelle manière? Les recettes fiscales dans les pays, les grands postes de recettes fiscales, vous avez la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, vous avez l'impôt sur les sociétés, le taxe que l'impôt prélève sur les sociétés, c'est-à-dire que quand les sociétés distribuent des bénéfices, quand les sociétés décident de faire des investissements, acquisition de terrain, construction, etc., il y a plein de droits d'enregistrement que les entreprises payent, importation de machines, etc. Il y a plein de droits là qu'ils payent. On appelle ça corporate tax, parce que c'est les entreprises qui les payent. Corporate tax. Et puis, il y a l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, en l'occurrence des travailleurs. Voilà les trois grands, il y a plusieurs autres. Voilà les trois grands en principe. Bon. À partir du moment où les gens restent à la maison, ne travaillent pas, qu'est-ce qui se passe? L'État ne peut pas prélever l'impôt. C'est l'État même qui confine. C'est l'État qui dit, voilà, je ne veux pas voir plus de 10 personnes dehors, parce que s'il y a plus de 10 personnes, la pandémie va s'épandre très rapidement et il y aura trop de morts. C'est ce qui s'est passé en Italie, où on s'est dit, bon, voilà, c'est un peu méditerranéen l'Italie, on a dit, bon, surtout dans le sud de l'Italie, on a dit, bon, quand même, on ne va pas mourir, bon, on attend de voir. Avant d'ouvrir les yeux, l'Italie s'est payée, l'Italie s'est pris le mur. Beaucoup de morts. Donc, ça c'est important. Dans les pays, comme aux États-Unis, on a dit, vous avez vu l'État de Californie, on a mis le shutdown. Tout est fait. On ne veut même pas voir une voiture dehors. Vous êtes dehors avec votre voiture, la police vous interpelle et vous raccompagne chez vous. Et en vous mettant un ticket. Les plages sont fermées, etc., etc., etc. Donc, tous ces travailleurs-là, dans le tourisme, dans l'hôtellerie, dans le transport, dans l'industrie, dans la distribution, les caissières de supermarché, tout ça. Puisque tout ça est fermé, c'est des gens qui ne travaillent pas, dont l'État ne va pas pouvoir collecter l'impôt.
Parce qu'à la fin du mois, chaque entreprise remplit la fiche d'impôt et dit à l'État, voilà ce que tel employé a payé. Tel employé a payé tant. Et beaucoup de gens vont pointer désormais au chômage, dont l'État va devoir payer les indemnités de chômage. Chute drastique des recettes, hausse exponentielle des charges. Le seul moyen de financer ça, c'est de recourir à l'endettement. Donc, il y aura une baisse des recettes fiscales. L'impôt sur les sociétés, les compagnies aériennes qui ont cloué 50% de leurs avions au sol, vous pensez bien qu'en fin d'année, elles ne vont pas déclarer des bénéfices, elles vont déclarer des pertes. Donc, il n'y aura pas d'impôt sur les bénéfices à payer. Elles ne vont pas réaliser de nouveaux investissements. Par exemple, l'acquisition d'un avion donne droit à plusieurs droits d'enregistrement. Donc, elles ne vont pas pouvoir payer ça. La TVA. Les gens ne font plus des achats dans les magasins, dans les supermarchés. Les gens ne font plus des achats. Les impôts locaux aux États-Unis, quand on acquiert une maison, les mortgages, les droits d'enregistrement sur l'acquisition d'une maison, etc. Surtout sur les mortgages, là, les droits d'acquisition, les droits qu'on paie sur l'acquisition d'une maison, sur la vente d'une maison, ou même lorsqu'on habite dans une maison, les droits qu'on reverse à la mairie. Ça ne va pas fonctionner. Donc, il n'y aura pas de taxes. Il n'y aura pas de taxes pour les mairies, il n'y aura pas de taxes pour les États, ou bien les conseils généraux, les conseils régionaux, comme vous voulez, et il n'y aura pas d'État pour le trésor, l'État central. Donc, il y aura une baisse des recettes fiscales. La conséquence, le danger, c'est que les dépenses, les recettes baissent, mais les dépenses augmentent. Parce qu'avec le Covid-19, l'État doit faire face à des dépenses de santé. Il y a des gens qui sont malades, qui se déportent dans les hôpitaux. Il va falloir faire des tests. Il va falloir mettre des masques, des moyens pour la prévention. Il va falloir mobiliser. Vous avez entendu aux États-Unis, le maire de New York, Bill de Blasio, demande la mobilisation de l'armée, des National Guard, l'armée. Il a déjà sorti, avec le gouverneur, ils ont sorti le National Guard. Il demande qu'on mobilise l'armée pour pouvoir construire rapidement des nouveaux hôpitaux, même en préfabriqué, pour faire face à la demande massive, etc., etc. Parce que New York est très touché. C'est une ville où il y a beaucoup de voyageurs qui arrivent, de touristes, de tout ce que vous voulez. Donc, il y a des dépenses de santé, il y a des dépenses de sécurité, parce que vous sortez là dehors, il y a la police qui patrouille, 24 heures sur 24, ils ont rappelé les effectifs, les réservistes, il y a déjà des courriers qui sont arrivés, je peux vous montrer des courriers que les réservistes reçoivent. Je ne veux pas trop montrer les courriers que les réservistes reçoivent déjà, en disant, voilà, tenez-vous prêts, le cas échéant, on peut avoir besoin de vous pour voilà, faire face à la situation. Donc, il y a des courriers que les réservistes reçoivent en disant, attendez, faites attention. Donc, il y a des dépenses de sécurité, il y a des dépenses sanitaires qui vont être élevées, il y a des dépenses dont l'État va faire face. Il va falloir donner des compensations. Aux États-Unis, vous avez suivi, le président Trump a dit, voilà, nous allons donner $1 200 par ménage, par personne, ayant un revenu de temps. Vous aurez $1 200. Par enfant, vous aurez $500, etc., etc., etc. Donc, il y aura il y aura également des compensations, par exemple, en France, où l'État prévoit que les gens n'ont pas travaillé, il va falloir payer le loyer. L'État dit, voilà, nous allons vous donner de l'argent pour pouvoir faire face à vos dépenses de loyer. Par exemple, ceux qui vivent dans les HLM, les offices HLM vont pouvoir waive les fees, ça veut dire qu'ils vont dire, voilà, on ne prend pas le loyer ce mois-ci. Si l'office HLM ne prend pas de loyer, ça veut dire que l'État va lui donner une compensation pour pouvoir fonctionner parce qu'elle a des salaires à payer, etc., etc., etc. Elle a des charges à couvrir, elle a l'énergie à payer pour les gens qui vivent à l'intérieur, qu'elle doit payer à l'électricité de France, à gaz de France. Donc, il y a un ensemble de luttes qui vont faire que les dépenses de l'État vont augmenter. Comme ces dépenses de l'État augmentent et que les recettes ne sont pas là, l'État va devoir faire face à de nouveaux emprunts. L'État va emprunter. C'est pour ça que vous avez vu en Europe, la Banque centrale européenne a réagi et voilà pourquoi j'ai toujours dit que nous n'avions pas une banque centrale. Nous n'avons pas une banque centrale dans notre pays. Il est temps un jour que nous reformions notre banque d'affaires ou notre banque centrale pour nous doter d'une véritable banque centrale. Parce que c'est quand il y a une situation comme celle-là que la banque centrale intervient. La banque centrale intervient. Je vais expliquer ça tout à l'heure, là, tout de suite. C'est dans la dernière partie de mon exposé. Je vais expliquer ce qu'on appelle les politiques d'open market et les politiques de quantitative easing.
qui sont très importants. La raison pour laquelle on baisse les taux, la Réserve fédérale américaine a actionné trois leviers, l'open market, le quantitative easing, la baisse des taux. Alors, qu'est-ce que la BEAC a fait, par exemple, au Cameroun? Dites-moi si vous avez une idée de ce que la BEAC a fait. La BEAC n'a fait rien du tout. C'est embêtant. C'est gênant. La BEAC n'a fait rien du tout dans notre pays. Alors que c'était le moment pour la BEAC d'agir. D'agir au travers des politiques de quantitative easing, d'agir au travers de politiques d'open market, d'agir au travers d'une politique de baisse des taux pour détendre l'activité. C'était aussi le moyen pour l'État de mettre en place un plan de garantie des nouveaux prêts pour les PME, les très petites PME, et permettre le refinancement. Donc, ça, je vais revenir. Déjà, parlons pour les États. Pour les États, je dis bien. Pour les États. Pour les États, en ce moment, vous avez les nouveaux emprunts. Amazon Francine, bonjour ma chérie. Merci d'avoir partagé mon live. Je sais que je t'apprécie beaucoup et j'aime beaucoup ce que tu fais. Merci beaucoup. Voilà, j'aime ce que tu fais. Tu éduques les gens. Donc, la hausse de la dette va faire que l'État va devoir emprunter, va devoir réaliser de nouveaux emprunts. L'État va devoir réaliser de nouveaux emprunts. Voilà. Deuxièmement, les emprunts qui existaient déjà, l'État va devoir les rééchelonner. Rééchelonner en français, je vous explique l'ingénierie financière. Hein. Rééchelonner en français facile, ça veut dire que l'État qui avait déjà emprunté et qui ne parvenait pas, qui ne va pas pouvoir rembourser dans les délais parce que les recettes fiscales vont chuter, va devoir proposer à ses créanciers d'augmenter le taux, mais d'allonger la durée de remboursement. Donc ça, c'est important. Donc ça veut dire que ça va augmenter le coût d'emprunt pour les États. C'est pour éviter cela que vous avez vu en Europe, et là j'en viens, que la Banque centrale européenne a procédé à une augmentation, a procédé à un rachat des dettes des États. Ça veut dire que les États, pour financer, émettent des obligations sur les marchés financiers pour lever de l'argent que leur donnent les grands fonds de pension, AXA, Allianz, AIG, Northwestern Insurance, etc., etc. Ces gens achètent les obligations de l'État pour permettre à l'État de lever de l'argent. Mais quand il y a des situations comme celle-ci, ce qui se passe, c'est que les entreprises ont tendance à vendre les obligations qu'elles ont. Quand elles vendent les obligations qu'elles ont, la valeur faciale de l'obligation baisse, ce qu'on appelle la face value, et le yield, le price, comment vous voulez, et le yield, ça veut dire que le taux, le coupon du marché, lui, il augmente. Ça veut dire que le prix, le coût de l'obligation, il augmente. Les investisseurs augmentent. C'est purement spéculatif. Je ne veux pas trop m'étendre dessus parce que ça va vous fatiguer pour rien. En plus, ce n'est pas très important. Mais pour éviter ce phénomène-là, la Réserve fédérale, pour couper court à la spéculation, éviter la panique, etc., la Réserve fédérale rachète massivement ces emprunts-là. Ça s'appelle des politiques d'open market. C'est ce qu'a fait la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne a racheté massivement la dette des pays européens, la dette de la France, la dette de l'Allemagne, la dette de la Grèce, la dette de l'Italie, la dette de l'Espagne, la dette de la Suisse, la dette de l'Autriche, la dette de la Pologne, etc. La Banque centrale européenne a racheté massivement cette dette-là. La conséquence, c'est que ça permet d'éviter la spéculation parce qu'elle ne va pas spéculer, elle est retirée du marché. Deuxièmement, la conséquence, c'est que ça injecte de la liquidité dans les caisses des États. Parce que si on rachète votre dette, donc retire, ça injecte la liquidité dans les mains des détenteurs, qui sont des grands fonds de pension, qui sont des banques, qui sont des entreprises qui avaient investi là-dedans. Donc, elles vont pouvoir récupérer la liquidité pour pouvoir travailler. Elles peuvent pouvoir utiliser cet argent pour rembourser leurs prêts bancaires en attendant que l'État intervienne, au lieu de recourir à de nouveaux prêts, etc. Et pour le faire, la Banque centrale européenne imprime de l'argent. Pour le faire, la Réserve fédérale américaine imprime de l'argent.
Bon, on voit donc qu'il y a le premier levier qui démarre pour pouvoir enclencher le sauvetage des économies, c'est le levier de la politique monétaire. Et là, on n'a pas senti la BA au Cameroun. Je reviendrai demain parce que demain, je ferai un live sur le Covid-19, mais au Cameroun. Et j'expliquerai pourquoi la BA est défaillante. On n'a pas vu la BA agir en mettant en place un plan de sauvetage, voilà, un plan de relance par la politique monétaire. Voilà. C'est que, et là, il va falloir bien se poser des questions un jour parce que je pourrais, demain, je vous parlerai par exemple des décisions qu'ont pris la Banque centrale du Ghana. Je vous parlerai des décisions qu'ont pris la Banque centrale du Kenya. Je vous parlerai des décisions qu'ont pris la Banque centrale du Nigeria. Je vous parlerai des décisions qu'ont pris la Banque centrale d'Afrique du Sud. À l'heure qu'il est, on n'a pas vu de décision de la Banque centrale d'Afrique centrale, la BA. Pourtant, elle devrait. Et j'expliquerai les décisions qu'aurait dû prendre la BA, par exemple, pour le secteur bancaire, pour le secteur de PME, PMI, etc., pour que le marché du crédit, c'est-à-dire que c'est le moment même de doubler la taille du marché de crédit. Et ça, il n'y a que la Banque centrale qui peut le faire. Ça, c'était important. Donc, comment est-ce que les États ont réagi donc, pour régler la question du Covid-19 comment est-ce que les États ont réagi 2 États, surtout. Hello, Mishkama. Allah, il a fait caca. Il a fait caca. Donc, comment est-ce que les États ont réagi comment est-ce que les États ont réagi comment est-ce que les États ont réagi Mishkama qui me perturbe là. Voilà, comment est-ce que les États ont réagi? Principalement les États-Unis et la France. Comment est-ce que ces 2 États ont réagi? Ces 2 États ont réagi. D'abord, ce qu'il faut dire, les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, surtout les États-Unis, conscients qu'ils sont un pays majeur dans l'économie internationale, un pays majeur dans l'économie mondiale, hein, que ce soit par le poids de leur économie, la solidité de leur monnaie, leurs engagements dans le monde, leur poids dans le commerce international, la taille de leurs entreprises, leurs investissements, leurs actifs dans le monde, un certain nombre de paramètres. Les Américains sont conscients de leur poids dans l'économie internationale. Donc, les États-Unis ont réagi. La première chose, c'est la communication. Hein, le président Donald Trump a mis sur place une task force. Une task force qui est composée de lui, le président, le vice-président, le secrétaire d'État, le président Trump, le vice-président Mike Pence, le secrétaire d'État Mike Pompeo, le chef d'état-major de l'armée, le ministre de la Santé, etc., etc., etc. Donc, il y a eu ça. Deuxièmement, au niveau des villes, des collectivités locales, il y a eu, au niveau de chaque État, une task force qui a mis en place des gouverneurs, pareil, avec les gouverneurs, les responsables de la sécurité, de la santé, etc., etc., des transports, pour communiquer régulièrement. Ceux qui regardent mon mur Facebook des membres ont vu que j'ai partagé régulièrement. Ça, ce n'est pas pour narguer les Camerounais, mais c'est pour que les Camerounais voient comment on travaille ailleurs. Régulièrement, je dis que le département d'État a communiqué régulièrement. La Maison-Blanche a communiqué régulièrement. Les gouverneurs au niveau des États ont communiqué régulièrement. Les maires au niveau des grandes villes, même des petites. Dans les petites, vous avez régulièrement les maires qui passent dans les radios pour communiquer, des radios FM. Et dans les grandes villes, vous avez des lives Facebook. New York, par exemple, on a vu le maire Bill de Blasio monter au créneau pour s'exprimer. Chicago, on a vu le maire monter au créneau pour s'exprimer. La maire, je ne sais pas si on dit le maire ou la maire. Des villes comme San Francisco, etc., Dallas, au Texas, on a vu les maires, les gouverneurs, Rick Perry, Blizzard ici, etc. On a vu comment les élus locaux, l'État fédéral, on a vu comment à chaque niveau, ils ont mis des task force pour travailler. En France, je me parlais de l'Europe, un pays que j'ai bien suivi, on a vu Emmanuel Macron, je crois qu'il a son 3e discours depuis que ça a commencé, pour rassurer les Français, pour montrer aux Français que voilà, nous sommes au charbon. Il a fait 2 discours et puis il a fait une longue interview devant la presse à la sortie d'un hôpital.
On a vu son ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. On a vu, comment on appelle, le ministre de l'Économie et des Finances, pas Gérard Darmanin, Bruno Le Maire au charbon pour expliquer. Voilà. Bon. Demain, j'aurai le temps de parler de la communication du gouvernement camerounais. Voilà. J'aurai l'occasion parce que dans une situation comme celle-là, l'un des ministres qui devait être en première ligne, c'était Atangandji. C'était Atangandji parce qu'Atangandji est le patron des gouverneurs, Atangandji est le patron des préfets, Atangandji est le patron des sous-préfets, Atangandji est la tutelle des maires. Mais là, on n'a pas entendu Atangandji. Les sorties d'Atangandji, c'est quand il faut attaquer Kamto. Les sorties d'Atangandji, c'est quand il faut intimider Equinox ou bien le REDA. Mais voilà là où on attendait Atangandji. C'est là où on attendait cet homme. On voulait le voir. On voulait voir le management. C'est là. On voulait que son... C'est ici qu'on voulait le voir. On ne l'a pas entendu. Que disent ses gouverneurs? Que disent ses préfets? Que disent ses sous-préfets? Que disent les maires? Est-ce qu'ils font des points de presse? Est-ce qu'ils créent des sites internet? Est-ce qu'ils communiquent? Est-ce qu'ils remontent les informations? Est-ce qu'Atangandji devait faire un point de presse par jour? Un point de presse par jour. Au moins, les gouverneurs devaient faire un point de presse tous les jours. Lui, Atangandji devait faire un point de presse tous les jours. Et ses gouverneurs devaient faire un point de presse tous les 2 jours. Les préfets devaient faire un point de presse au moins par semaine au niveau local avec les sous-préfets pour rassurer la population. Ce n'est même pas au niveau du ministère de la Santé. Ensuite, parce que le ministère de l'administration territoriale est le tutelle de ce qu'on appelle le corps national des sapeurs-pompiers. Dans une situation comme celle-là, renseignez-vous à ceux qui vivent en Occident. Vous voyez que les sapeurs-pompiers sont au four au moulin. Parce que quand on signale un cas, là, c'est eux qui entrent dans le quartier avec les ambulances, etc., pour porter les gens. On n'a pas entendu Atangandji. Donc, ça, c'est une parenthèse que je referme. J'aurai l'occasion de m'occuper de lui demain. Donc, comme j'ai dit, en France, aux États-Unis, pour ne citer que ces 2 États-là, on a vu à l'œuvre la task force qui a travaillé, qui a réuni les gens, qui a réuni les élus au plus haut niveau, qui a communiqué. Communiquer, c'est important. Répondre aux questions des journalistes, c'est important. Éclaircir la lanterne des journalistes, c'est important. Ça permet de rassurer l'opinion publique. Ça permet de rassurer les ménages. Ça permet de rassurer les familles. Ça permet de rassurer les milieux d'affaires. Ça permet de rassurer les milieux de la finance. Donc, la communication est importante. La communication de crise. La communication de crise. Bonjour Daniel Poigny. La communication de crise est importante. Malheureusement, sur ce plan, et on aura l'occasion d'en reparler, le gouvernement du Cameroun est passé totalement à côté en matière de communication de crise. Là, de travailler avec les télévisions publiques ou privées, là, de travailler avec les radios, là, de travailler avec les journaux, est passé complètement à côté. Demain, on va faire une évaluation de la communication du gouvernement camerounais sans concession, sans les attaquer, mais en leur disant simplement ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils auraient dû faire, et en leur montrant comment ça s'est fait ailleurs. Voilà. Ce sera un brainstorming. Donc, comme je disais, le gouvernement aux États-Unis a communiqué, en France aussi, il a communiqué. Ça permet de rassurer les populations, ça permet de rassurer les investisseurs. Ensuite, il y a eu des plans d'aide ou package stimulus. J'explique que les Camerounais comprennent ce qu'on appelle un stimulus package. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle la politique monétaire. Il y a ce qu'on appelle la politique monétaire. Il y a ce qu'on appelle la politique monétaire. Il y a ce qu'on appelle la politique monétaire. J'ai expliqué la politique monétaire. En France, en Europe surtout, la Réserve fédérale européenne a racheté massivement la dette des États. Ça permet de réinjecter la liquidité dans le circuit économique. Ça permet de tenir cette dette-là pour qu'il n'y ait pas de la spéculation là-dessus, pour que ça n'affole pas les marchés financiers. Donc, les marchés financiers n'ont pas trop paniqué, malgré que le cours baisse. Et les cours ne baissent même plus trop, parce que comme la Réserve fédérale fait de l'open market, ça stabilise les cours. Je vais y revenir. Je me concentre maintenant sur un levier qu'on appelle la politique budgétaire.
la politique budgétaire, c'est un levier qu'a l'État dans n'importe quel pays. C'est un levier qu'a l'État pour pouvoir mettre en place ou exécuter le budget de l'État quand il y a une situation de crise. La politique budgétaire, bon, déjà en cours d'année, mais il y a un levier qu'on appelle le stimulus que l'État utilise quand on est dans une situation de crise. Je vous explique. L'économie d'un pays, quand l'État produit des biens et services, il y a ce qu'on appelle une croissance. Ça veut dire que la production des biens augmente, la production des biens et services. Tout ce qui est bien et service. Vous lavez votre chemise au pressing, c'est un service. Vous achetez la bière, c'est un bien. Vous payez le billet pour partir de Douala à Yaoundé, c'est un service. Pour partir de Douala à Paris, c'est un service. Parce que c'est un service de transport. Vous achetez l'électricité, payez votre facture d'électricité, c'est un service. Votre facture d'eau, c'est un service. Si vous achetez votre voiture, c'est un bien. Vous payez le carburant, c'est un bien, etc. Donc, il y a la production des biens et services. Dans un pays comme la France, vous avez l'INSEE. Dans un pays comme le Cameroun, vous avez l'Institut national de la statistique. Dans un pays comme les États-Unis, vous avez le National Bureau économique qui confectionne les statistiques. Il confectionne les statistiques. Donc, il confectionne les statistiques. On permet de voir si l'économie a augmenté. Donc, on a produit plus de biens. On parle de croissance économique. Ça s'accompagne de la création d'emplois. La quantité de biens augmente. Les impôts prélevés augmentent. Les emplois nouvellement créés augmentent, etc. Les emplois temporaires deviennent des emplois définitifs, etc., etc. L'économie augmente. Maintenant, lorsque l'économie va mal, parce qu'il y a un choc, comme par exemple, il y a maintenant le coronavirus qui fait qu'on confine les gens à la maison, ce qui se passe, c'est que l'État paie massivement les recettes fiscales. Parce que l'État paie massivement les recettes fiscales, ça devient un peu plus difficile pour l'État. Ça va conduire à la récession parce qu'il y aura moins de demandes, donc il y aura moins de production, donc la croissance va chuter. Pour éviter que la croissance chute, les États ont un outil qu'on appelle stimulus. 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 En économie, on appelle ça stimulus. Le stimulus, c'est un outil qu'on actionne pour soit éviter la récession, soit enrayer la récession, soit freiner la récession, l'impact de la récession. Le stimulus est essentiellement utilisé pour combattre la récession et pas la croissance. Ça veut dire que quand on actionne derrière le stimulus, on sait que l'économie va aller moins bien. Mais on utilise ça pour combattre la récession. Donc, en France, le gouvernement français a actionné le stimulus. Aux États-Unis, le gouvernement américain a actionné le stimulus. Je vous explique comment le gouvernement français a actionné le stimulus. Le gouvernement français a actionné le stimulus parce que le gouvernement français a pris des mesures, par exemple, pour que les gens qui travaillaient aient droit à une allocation chômage. Les gens qui avaient commencé à travailler depuis peu aient droit à une allocation chômage. Des Français qui logent dans les résidences HLM ne puissent pas payer de loyer. Les petits commerçants qui sont en centre-ville, que l'État trouve un moyen de donner une compensation aux bailleurs de 50% par exemple, pour que le bailleur puisse les dispenser de paiement de loyer sur 1, 2, 3 mois, parce qu'ils n'ont pas ouvert, donc ils n'ont pas vendu. Que EDF ou l'État soit actionnaire, voilà, ne pas payer de loyer. Pour soulager les ménages, l'État va prendre sur lui la dette de EDF qui va résulter du fait que les gens n'ont pas payé les factures d'eau et d'électricité. Donc ça, ce sont des mesures qu'on appelle le stimulus. Ça permet de préserver le pouvoir d'achat des ménages et ça permet de ne pas les endetter, qu'elles ne piochent pas dans leurs épargnes et que l'économie reste stable. Ça, c'est important. C'est des mesures qu'on a vues en Chine quand la Chine a connu la crise il y a quelques temps, mais on a peu parlé de la Chine parce que bon, c'est la Chine. La Chine a réussi à faire ça avec succès. La France, par exemple, Emmanuel Macron a mentionné ça. Le gouvernement français a également pris des mesures pour aider les petites entreprises, les sous-traitants du secteur de l'automobile, les entreprises du secteur de la restauration, etc. Ils ont mis 300 milliards sur la table pour garantir les nouveaux prêts que les entreprises peuvent faire aux banques. Parce que les banques, comme j'ai dit tout à l'heure, vont rechigner à prêter parce qu'elles vont se dire, bon, voilà, le gars, il était à l'arrêt 3 mois, qu'est-ce qu'il me garantit qu'il va me prêter?
Donc, l'État met l'argent sur la table en disant aux banques, si vous le prêtez pour qu'il redémarre, moi, derrière, s'il ne paye pas, moi, je vous paye jusqu'à concurrent de 300 milliards. Résultat des courses, avec ça, les banques vont pouvoir prêter peut-être 600, peut-être 700, peut-être même 800 milliards parce que la garantie, ce n'est pas sur 100%. Parce que la personne va vous dire, bon, écoutez, moi, j'avais déjà un prêt, j'avais presque remboursé. Bon, je veux un nouveau prêt, je vous garantis ma maison, je veux 1 million. Alors, ma maison, là, vous dites que vous pouvez me donner 500 000, mais l'État dit qu'il va garantir 500 000. Donc, le gars peut avoir droit à un prêt d'1 million d'euros. 500 000 euros garantis par la maison, 500 000 euros garantis par le fonds de garantie de l'État. Ça va permettre aux entreprises de redémarrer, de grossir la taille de leur business et d'augmenter leurs investissements. Donc, ça va permettre à l'État de collecter davantage d'impôts et pour pouvoir... Oh, ce n'est qu'un fonds de garantie. Hein. Voilà, je précise bien. Ce n'est même pas de l'argent que l'État donne. L'État va donner des subventions d'équilibre aux entreprises. Je précise qu'il y a deux types de subventions. Les subventions d'équipement et les subventions d'équilibre. L'État va donner des subventions d'équilibre aux entreprises pour que les entreprises puissent utiliser ces subventions d'équilibre pour pouvoir équilibrer leurs comptes et éviter qu'elles aient de grosses difficultés. Ça, c'est important. Donc, il y a ça. On a vu ça en France. C'est un stimulus package. C'est pour éviter que l'économie ne s'effondre. Boum. Parce que les gens n'ont pas d'argent pour dépenser, faire face aux dépenses courantes, parce qu'ils ne peuvent pas payer leur loyer, parce que les petits commerçants n'ont pas fonctionné, donc ne peuvent pas payer une bonne partie de leurs charges, parce que les PME ne peuvent pas emprunter pour faire face aux échéances, parfois emprunter pour rembourser des anciens prêts, des choses comme ça. Donc l'État intervient avec un stimulus. Aux États-Unis, le stimulus, donc pour éviter la récession, a été activé également. Donc, vous avez suivi, il y aura un chèque de 1 200 $ par personne, voilà, qui va être donné par l'État. Bonjour, Georges Camus-Kouepo. Bonjour, Valérie Eyon. Bonjour, Kogan Marcel. Merci, bon après-midi à toi aussi. Bonjour, Serge Samy. Bonjour. Bonjour, tu es interrogé. Bonjour, Joseph Kemnan. Bonjour, Jean-François Chewa. Bonjour, Joseph Kemnan. Bonjour, Clémence Mbala. Bonjour, bonjour, bonjour à tout ce monde. Bonjour à Wilson Nana, qui dit qu'il s'exprime déjà terre à terre. Néanmoins, il faut une base en économie et finance nécessaire pour comprendre ces explications. Oui, je vais toujours essayer de... C'est le plus gros challenge que j'ai dans ces lives, qui est de pouvoir diminuer le niveau. C'est bien aussi parce qu'en tant qu'enseignant, ça permet de sortir du langage traditionnel qu'on utilise tous les jours pour pouvoir apprendre à parler au petit peuple. C'est très important. Je dirais même que c'est le plus grand défi, hein, des challenges. C'est de pouvoir parler d'une discipline dans un langage qui soit accessible à tout le monde. Merci pour la remarque. Voilà, donc comme je disais, aux États-Unis, il va y avoir aussi un stimulus package de l'État américain. Et le stimulus package de l'État américain va consister notamment pour l'État américain à mettre en place un plan, comme ils ont dit, d'abord pour redonner du pouvoir d'achat aux ménages. C'est important. Deuxièmement, la Réserve fédérale américaine a procédé au rachat des mortgage-backed security. Ce qu'on appelle mortgage-backed security. C'est vraiment dommage. J'aurais dû faire un plan, un croquis pour vous expliquer ça, mais comme c'est toujours d'actualité, je pense que j'aurai l'occasion de vous expliquer ça. Ça veut dire que quand vous achetez une maison aux États-Unis, l'un des leviers, et je l'ai souvent dit, que le gouvernement camerounais, et je le dis à l'attention des gens comme les Fabien Singana, les José-Marie et Loulou, qui continuent à croire qu'il faut cultiver le cacao pour lancer l'économie au Cameroun. Le Cameroun a une pénurie de 2 millions de logements. Si on veut relancer l'économie au Cameroun, la première chose, c'est de construire 2 millions de logements en matériaux locaux. La première chose pour relancer l'économie au Cameroun, c'est de construire 2 millions de logements en matériaux locaux. Je dis ça haut et fort. La première chose pour relancer l'économie au Cameroun, c'est de reconstruire 2 millions de logements pour pouvoir mettre les logements à la disposition des Camerounais dans toutes les villes du Cameroun en matériaux locaux. Ça veut dire que ça permet de recycler les produits locaux dans l'économie. Voilà. Aux États-Unis, 50 à 55% des crédits des banques sont consacrés au crédit pour financer la construction de logements. Aux États-Unis, 50 à 56% des crédits bancaires
sont consacrés uniquement à la construction des logements. Ce que les banques font, c'est les mortgages. C'est les prêts pour l'acquisition de logements, les mortgages. Ça veut dire que vous avez des promoteurs immobiliers qui construisent. Les promoteurs immobiliers, une fois qu'ils ont construit, ils empruntent chez les banques pour construire. Une fois qu'ils ont construit, ils revendent. Ils revendent à des brokers, c'est-à-dire ils revendent à travers des agences immobilières, ils revendent à des brokers. Ils revendent à des banques qui, les banques, c'est-à-dire vous venez voir une banque, vous dites, bon voilà, moi je veux emprunter de l'argent, je veux acheter une maison. La banque vous dit, bon voilà, vous avez combien de down payment? La maison c'est 250 000 $. Vous dites, ah, j'ai 50 000 $, ça fait 20%. Quand vous mettez 20%, la banque vous demande de souscrire une police d'assurance et vous donne les clés de la maison. Et vous emprunte ce qui se passe, c'est que la banque vous emprunte de l'argent et vous entrez dans la maison. Mais elle ne garde pas ce prêt-là par devant elle. Elle ne garde pas ce prêt sur elle. La banque ne garde pas ce prêt sur elle. La banque va redonner ce prêt à des grandes banques comme les Wells Fargo, les Chase Bank, etc. Dans un produit qu'on appelle Asset Mortgage Backed Security. On dit Asset Backed Security parce qu'il y a les credit cards, il y a les mortgages. Mortgage Backed Security. Mortgage, ça veut dire security, ça veut dire mortgage, ça veut dire prêt hypothécaire. Security, ça veut dire titre. Et back, ça veut dire couvert par ou garanti par. Voilà. Donc, les banques revendent ça à ces autres banques et à des agences fédérales. Donc, quand il y a eu la crise comme celle qu'il y a eu là, pour éviter qu'il y ait une panique sur ce marché et pour que les gens continuent à acheter, qu'il n'y ait pas de panique quant au remboursement de leurs prêts, tout ça, les grandes agences fédérales, Freddie Mac, Fannie Mae, ont reçu des prêts de la part de l'État américain pour racheter les mortgage-backed security et stabiliser le marché de l'immobilier pour qu'il n'y ait pas de panique là-dehors, pour que les promoteurs immobiliers continuent à construire, pour que les gens continuent à acheter ou bien pour que les gens refinancent leur mortgage s'ils n'ont pas les moyens. Donc ça, c'est important. L'État américain a activé le stimulus. L'État américain a activé des plans d'aide pour les petites entreprises, les prêts, les garanties pour les prêts, les subventions, les dotations pour apurer le loyer, etc. Les travailleurs vont pouvoir bénéficier des allocations, des indemnités chômage, tout de suite, ceux qui ont perdu leur emploi. Et ensuite, c'est important, et j'en parlerai demain dans mon live, les États-Unis, du fait qu'ils avaient modernisé les entreprises et les administrations, les entreprises et les administrations continuent à travailler par le mode du télétravail. Moi, par exemple, une semaine de travail, chez moi, c'est 50 à 60 heures. Vraiment, c'est le jour où on n'a rien, quand on n'a rien fait, c'est 50 heures. Quand on a vraiment travaillé, c'est 60 heures. Et si on cumule tout avec tous les trucs, c'est 80-90 heures de travail. Ce qui se passe là, c'est que bon, on passe de 90 heures de travail, on est quand même tombé à 50 heures de travail. Donc, même étant à la maison, on continue à travailler parce qu'ils ont le télétravail, l'utilisation des share cloud, l'utilisation des ordinateurs spécialement configurés pour accomplir certaines tâches à partir des points déplacés, etc., etc., etc. Qui sont des choses qu'on n'a pas parce que dans notre pays, on a très mal utilisé la fibre optique. J'expliquerai ça demain. J'expliquerai. Le gouvernement quand même a une grosse responsabilité parce que le coronavirus ne va pas beaucoup, autant que ça a affecté une économie comme l'économie américaine, parce que le télétravail permet aux entreprises de continuer à travailler. Alors que dans le même temps, dans un pays comme le nôtre, on n'a pas utilisé la fibre optique. L'administration n'a pas été connectée, les entreprises ne sont pas interconnectées. Donc, s'il y a vraiment un shutdown là, ça va être grave. Ça va être l'effondrement de l'économie. Donc, c'est important d'en parler et j'en parlerai demain. Donc, comme j'ai dit, l'État américain met en place un stimulus. C'est-à-dire, le but du stimulus, c'est pour éviter l'effondrement des secteurs comme l'automobile. Par exemple, ils vont racheter la dette. Ça, c'est le quantitative easing. La Banque centrale va racheter la dette des entreprises du secteur de l'automobile et elle va injecter l'argent pour que les gens puissent acheter de nouveaux véhicules. Donc, créer la demande, soutenir l'offre. Si la demande se maintient et l'offre continue à se maintenir, ben l'économie de l'industrie automobile ne va pas tomber en faillite, elle ne va pas fléchir. Et il y aura toujours la demande, l'économie va tourner, donc l'État va prélever les taxes. C'est le stimulus package. Ça veut dire que l'État emprunte pour soutenir des secteurs. C'est des secteurs
de l'économie. Donc, comme on dit, c'est sectoriel. Les grands secteurs comme le transport aérien, les grands secteurs comme l'industrie automobile, les grands secteurs comme le tourisme et le loisir, qui donnent beaucoup d'argent aux États-Unis, les grands, etc., etc. Les grands secteurs comme l'alimentation, l'hôtellerie, la restauration. Le gouvernement américain a mis les moyens pour pouvoir mettre des compensations pour les ménages, mettre des compensations pour les travailleurs du secteur de la santé, hein, healthcare workers, etc., 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 etc. Et maintenant, vous avez entendu que le président Trump l'a annoncé aujourd'hui, ils vont réquisitionner des entreprises pour les obliger à travailler dans la fabrication des produits destinés à combattre le coronavirus. Et ils seront bien entendu payés par l'État fédéral. Aujourd'hui, moi, j'ai suivi le gouverneur, dit voilà, écoutez, si quelqu'un pense qu'il a une entreprise et qu'il peut fabriquer des choses pour nous, qu'il vienne nous voir, nous avons assez d'argent pour pouvoir payer des commandes cash avant même qu'on ait produit. Donc, vous comprenez que le stimulus package a pour but d'enrayer les effets négatifs du coronavirus que je vous ai parlé précédemment. Malheureusement, dans un pays comme le Cameroun, et on en parlera demain, on ne voit pas le stimulus package. Et mon live de demain sera un plaidoyer pour que le gouvernement camerounais apprenne à confectionner des stimulus packages quand l'économie va mal. Le gouvernement n'est pas seulement là pour prélever les taxes, mais ne jamais rien faire pour les opérateurs économiques quand l'économie va mal. Le gouvernement doit mettre en place des moyens pour aider les petits acteurs de l'économie, les TPME. C'est bien de dire qu'il faut fermer les bars, mais qu'est-ce qu'on fait pour aider les gens qui ont les bars? C'est pour ça qu'on ferme dedans, mais les gens continuent à boire dedans. Or, quand ils boivent dedans, c'est même encore plus dangereux parce que si quelqu'un est dans le coronavirus et qui peut être chier, là, tout le monde qui est dans l'espace fermé prend le coronavirus. Donc, c'est important que nous apprenions dans notre culture à mettre en place des plans de sauvetage des entreprises. Ça s'appelle un stimulus package. Bill Clinton a fait un stimulus package pour sortir les US à la récession. Barack Obama a fait un stimulus package pour sortir les US à la récession. En ce moment, c'est Donald Trump qui fait un stimulus package pour empêcher qu'on ait à la récession. En France, Emmanuel Macron a déjà annoncé son stimulus package. J'ai suivi hier l'interview de son ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, que j'ai partagé sur mon mur, qui annonçait le stimulus package pour éviter que l'économie française s'effondre. Qu'est-ce qu'il ferait pour les ménages? Et vous avez vu qu'il y a eu un débat parlementaire. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Jean-Luc Mélenchon, qui a dit, voilà, la priorité, ok, il faut sauver les entreprises, mais il faut aussi penser aux travailleurs et aux ménages. Donc, il faut un stimulus package. Dans notre pays, il faut un stimulus package. Le stimulus package est là pour récompenser les travailleurs, pour protéger les populations, leur apporter une assistance financière et surtout éviter que l'économie s'effondre, quitte à ce que l'État emprunte. Ça, c'est important. Donc, j'en ai parlé. Maintenant, venons à la politique d'open market, qui sont des politiques monétaires, qui sont des composants de la politique monétaire. L'open market et le quantitative easing. L'open market est une politique par laquelle l'État achète des titres, la Banque centrale achète des titres publics. Pour éviter la spéculation. L'un des premiers secteurs où les fonds de pension, les grandes compagnies d'assurance, les grandes consortiums financiers investissent l'argent, c'est qu'elles rachètent massivement les dettes des villes, les dettes des États et les dettes de l'État fédéral. Ça peut être des T-bills, comme j'avais dit ici, là, c'est des emprunts en moins d'1 an. Ça peut être des notes, c'est des emprunts entre 1 et 2 ans. Ça peut être des obligations à court terme, c'est des emprunts entre 2 ans à 10 ans. Ça peut être des obligations à long terme, c'est des emprunts entre 11 ans et 30 ans. Donc, quand l'État émet dans ses dettes, comme j'ai dit tout à l'heure, quand il y a la panique, si on ne réagit pas, le yield va monter et le prix descend. Ça veut dire que les investisseurs vont se débarrasser de ça et le coût pour pouvoir racheter les titres publics va augmenter et la valeur des titres publics, la valeur publique va baisser. Si c'est par exemple de 500, ça peut se retrouver à 450 francs, alors que le yield, le taux, a lui augmenté. Donc, les gens ne vont pas beaucoup investir là-dedans. Pour éviter ça, la Réserve fédérale pratique ce qu'on appelle la politique d'open market. Ça veut dire que la Réserve fédérale achète les titres publics, achète les obligations. Dans une situation comme celle-ci, la Banque centrale du Cameroun, la BA, devait casser sa tille pour acheter les dettes de l'État camerounais, la dette de l'État local du Cameroun, la dette libellée en CFA. Et ça aussi, ça interpelle le gouvernement camerounais qui doit tout faire pour convertir
pour désormais s'endetter en CFA et dépenser en CFA. Tout faire pour que les outputs qu'on utilise dans l'administration soient en CFA. Donc, aux États-Unis, en l'occurrence, l'État, la banque, la Réserve fédérale a acheté massivement les titres publics, c'est-à-dire que l'État, les villes, les États fédérés, l'État fédéral, les États fédérés, les villes, a acheté massivement la dette de ces gens-là. Voilà. Donc, acheter massivement la dette, ça permet d'éviter la spéculation, d'éviter que le service de la dette, comme on entend souvent au Cameroun, soit élevé. Ça s'appelle la politique d'open market. Et quand ils achètent pour 700 milliards de dettes, le corollaire, c'est qu'ils injectent 700 milliards dans l'économie. C'est important. Deuxième levier qu'a utilisé la Réserve fédérale. La Réserve fédérale a baissé les taux sur le loyer de l'argent. Ça veut dire que vous avez votre emprunt, vous avez emprunté l'argent, vous avez emprunté, par exemple, vous avez pris un prêt hypothécaire, comme on dit, mortgage, loan, prêt hypothécaire pour acheter votre maison. Ça veut dire que votre maison, on dit, la maison elle vaut 500 000 $, vous achetez. Vous déposez 100 000 $, il reste 400 000 $ à payer. Chaque année, disons, vous versez, je dis n'importe quoi, 20 000 $. 20 000 $, ça veut dire qu'il vous faudra 20 ans pour achever votre prêt. Bon. Là-dedans, j'aurais dû faire un petit croquis sur le papier pour vous montrer. Là-dedans, quand vous payez 1 000 $ tous les mois, quand vous payez 1 000 $, par exemple, si vous payez 1 500 $ tous les mois, il faut savoir que les intérêts, c'est 900 $ et le principal, c'est 600 $. Donc, quand vous payez 1 000 $, une grande partie, quand les intérêts sont élevés, les intérêts, c'est par exemple 1 000 $, le principal, c'est 500 $. Mais quand la Réserve fédérale baisse les taux, les intérêts aussi baissent. Si les intérêts baissent, quand vous payez 1 500 $ désormais, les intérêts seront peut-être 800 $ et le principal sera 700 $. Ça veut dire que vous remboursez pour payer plus vite votre maison. Donc, le fait que la Réserve fédérale a baissé les taux, c'est pour un incentive. Ça veut dire que c'est pour désendetter rapidement les ménages, par exemple. Deuxième chose, c'est sur les cartes de crédit, par exemple, pour lancer la consommation dans les magasins comme les Best Buy, les Walmart, les achats en ligne sur Amazon, etc., les cartes de crédit. Très rapidement, vous allez voir, j'aurais pu vous montrer. Ça n'a pas tardé. Hein, je pourrais vous montrer là. Voilà, par exemple, voilà. Est-ce que je peux montrer ça? Voilà. Voilà, un opérateur, par exemple, un fabricant de véhicules qui dit, bon, voilà, vous pouvez venir emprunter chez moi. Je vous donne entre 39 000 et 60 000 $ si vous voulez acheter les voitures. Voilà. Donc, si vous voulez acheter les voitures, là, tout de suite, vous pouvez aller acheter les voitures, etc. Parce que le taux a baissé, parce que j'ai regardé votre crédit, c'est bas, votre crédit score est bon, le taux est très bas pour vous, vraiment. Je vous en prie, venez prendre les voitures comme vous voulez jusqu'à hauteur de 60 000 $. Donc, c'est comme ça. Donc, en fait, la Réserve fédérale baisse les taux, c'est pour lancer les crédits à la consommation parce que la Banque centrale a plusieurs guichets. Elle a les guichets pour les crédits à la consommation. Ce sont les taux sur les loyers d'argent à court terme. Et là aussi, elle a baissé les taux sur les loyers d'argent à moyen terme et à long terme pour lancer l'investissement. Donc, comme j'ai dit, une fois qu'elle baisse les taux, quand vous payez, si vous payez 1 500 $ tous les mois pour payer votre maison, par exemple, logiquement, 1 000 $ va aux intérêts, 500 $ va au principal. Mais quand elle baisse les taux désormais, peut-être même 800 $ va aller au principal, 700 $ aux intérêts. Ça fait que vous payez très vite, vous remboursez très vite votre maison. Vous pouvez même la vendre et acheter une autre. Non, ça fait des affaires, ça fait du business en la nature. Vous pouvez même dire, voilà, j'étais déjà, il manquait 20%, je vais accélérer, rembourser et je vais payer une autre maison que je vais mettre en location, etc., etc. C'est tout ça qu'on appelle ça stimulus. C'est pour stimuler l'activité économique. Stimuler l'activité économique. Ça permet aussi de tirer la sonnette d'alarme aux économistes, aux dirigeants camerounais. Là, je dis encore que, et j'aurai l'occasion de le démontrer dans un live, mais là, il faudrait que je mette un dashboard pour expliquer beaucoup de calculs. L'un des premiers leviers, piliers sur lesquels le gouvernement peut s'appuyer pour relancer l'économie, c'est le logement. D'abord parce que quand il y a peu de logement, il y a inflation.
ça pénalise le pouvoir d'achat. Les gens se logent mal, donc les conditions de vie sociale, sanitaire, ça affecte la santé, etc., etc. La promiscuité, les gens se logent en contrebas des montagnes, avec les risques qu'on a vus, comme Anguaché, etc., etc., etc. Donc, l'un des premiers leviers, c'est l'urbanisation, la construction de logements dans toutes les villes du Cameroun. La construction de logements. Mais pour ça, il faut structurer le marché. Le marché, comme il est tel qu'il est maintenant, il n'est pas bien structuré. On aura l'occasion d'en parler. Le dispositif du crédit foncier, etc., etc. Il est mal structuré. La politique confiée au ministre de la Ville, elle est mal structurée. C'est une politique qui devrait être ramenée au niveau des maires et non pas des ministres. On aura l'occasion d'en reparler. Donc, comme vous comprenez, donc, aux États-Unis, l'un des premiers secteurs qui drive, qui porte l'économie, c'est le secteur de la construction et de la vente des logements. C'est ça qui crée des emplois, c'est ça qui drive la demande, parce que les logements aux États-Unis, si vous voyez, ils sont conçus à 100% en matériaux locaux. C'est des matériaux fabriqués sur le territoire américain. Le bois, la pierre, les pierres cuites, etc., 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 etc. Donc, c'est important de le dire. C'est pour ça que la Réserve fédérale a baissé les taux. Enfin, il y a ce qu'on appelle le quantitative easing. Le quantitative easing, par exemple, en France, ceux qui ont suivi la conférence de Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie et des finances, il a dit qu'il mettait en place des dispositions pour protéger les grandes entreprises françaises. Parce que vous avez des constructeurs français comme Peugeot, par exemple, Peugeot Citroën, qui n'est pas un gros constructeur mondial, qui n'est pas dans une grande alliance internationale, qui est un constructeur de taille un peu moins, et qui est suivi de très près par les grands constructeurs américains comme Ford, comme Chevrolet, comme GM, bref, tous ces grands constructeurs-là, et qui attendent, par exemple, que les actions de Peugeot en bourse baissent pour qu'eux commencent à racheter les actions de Peugeot. Donc, dans ce cas, le gouvernement français, ce qu'il fait, c'est qu'il va monter rapidement au capital de Peugeot en rachetant les actions, si les gens vendent, pour détenir ces actions, pour éviter que des concurrents étrangers ne viennent acheter ces actions, pour entrer dans le tour de table de Peugeot et envisager une OPA achat ou bien une OPE, Offre public d'échange. Donc, bref, une acquisition de Peugeot. Donc, c'est la même chose aux États-Unis où le gouvernement américain va racheter massivement les actions des entreprises américaines pour éviter d'abord que leurs concurrents japonais, allemands, chinois, ou bien les fonds souverains saoudiens, koétiens, qataris, etc., n'achètent ces actions-là. Voilà. Les actions de Apple, les actions de Microsoft, les actions de McDonald's, les actions de Coca-Cola, bref, toutes ces grosses entreprises qui structurent l'économie américaine. Les entreprises du secteur du Dow Jones. C'est pour ça que vous avez vu, on dit, tous les analystes financiers disent, ah, nous avons une grosse attention sur le Dow. Le Dow, c'est l'indice qui mesure la performance des 500 entreprises du secteur de l'industrie aux États-Unis. Les Abbott Laboratoires, les Coca-Cola, les Nike, etc., etc., etc. Donc, le gouvernement américain va racheter ces actions-là, la Banque centrale, ça s'appelle le quantitative easing. Ça permet de mettre ces actions ces entreprises à l'abri des raiders étrangers, c'est-à-dire les grands fonds de pension, les grands fonds souverains et les concurrents. Et ça permet de réinjecter la liquidité dans ces entreprises, parce que comme on achète vos actions, on vous injecte la liquidité, vous pouvez vous restructurer et après, elles vont retailler, comme on dit, ça veut dire qu'elles vont acheter en retour ces actions-là. Donc, c'est pour vous montrer à peu près les grands instruments que les pays qui ne sont pas le Cameroun ont utilisés pour combattre la crise. Voilà. Mon exposé a fait à peu près 1h30. Je vous en remercie sincèrement. Et demain, on essaiera de faire un exposé sur le Covid-19 et l'économie du Cameroun. Voilà. On va y aller demain au pas dehors. Ce sera à peu près à la même heure. Je vais prendre quelques réactions. Joseph Kemgamé dit, même ici, je m'en vais. Bon, je n'ai pas bien compris là. Voilà. Jules Bidjan, bonjour. Bonjour, Luther Ndjomo. Donc, Wilson Nana dit, comment un pays qui ne peut pas créer son argent peut faire face aux impacts du Covid? Wilson Nana, la BEAC peut émettre, la BEAC a la faculté, je te parle en tant qu'économiste, la BEAC a la faculté d'émettre des nouveaux coupons pour pouvoir racheter la dette du Cameroun. Elle a cette faculté. Elle a la faculté d'émettre de nouveaux coupons pour pouvoir racheter les dettes bancaires des entreprises camerounaises. Elle a cette faculté-là.
En tous les cas, je n'ai pas vu une réunion entre le gouverneur, la Banque centrale, la BEA, et le ministre des Finances camerounais et le Premier ministre camerounais pour dire, bon, voilà, qu'est-ce que nous on fait au niveau de la Banque centrale pour pouvoir apporter de l'aide au Cameroun. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils attendent de voir ce que vont dire les pays étrangers, combien d'argent les pays étrangers vont mettre sur la table pour que chacun mange un peu sa part, quoi, comme on dit. Voilà, c'est important. Josette Kemnan dit, chez nous en Suisse, on a tout réglé à plus de 100 000 milliards. Ben oui, on a réglé à plus de 100 000 milliards, mais on va récupérer ça derrière en termes de taxes. Parce que si on ne règle pas à plus de 100 000 milliards, on va avoir des problèmes. Clarisse Kanzé dit, d'où viendront les fonds que les gouvernements occidentaux sortent? J'ai bien peur que les pays dits du tiers-monde paieront d'une manière ou d'une autre. Non, 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 non. Chasserie Kanzlin. Non. Les fonds viennent simplement de l'impression de l'argent. Je vous l'ai dit dans les lives précédents, quand l'économie est en crise, la Banque centrale a le pouvoir de battre monnaie, c'est-à-dire d'imprimer de l'argent et de mettre sur le marché, c'est simple. Elle crée de la monnaie, c'est simple. Elle crée de la monnaie, simplement, c'est que ça dévalue la quantité, ça dévalue la valeur de la monnaie. Je prends un exemple, le dollar était déjà à 600, je crois qu'il est maintenant à 570, simplement parce que la Réserve fédérale est en train d'injecter massivement de l'argent. Ça dévalue, mais après, quand l'économie va bien, ça remonte. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. L'Union européenne a fait. Hein, l'Union européenne a racheté massivement les fonds. Voilà. Bon, Wilson Nana dit, les gars créent simplement l'argent à partir de leur banque centrale. Voilà. Dévaluation de la monnaie, baisse des taux d'intérêt. Exact, Wilson Nana. Exact, exact. Bon, Chasserie Klein dit, les USA 1000 milliards, l'Allemagne 550 milliards, l'Espagne 100 milliards d'euros. Exact, exact. Chaque pays en fonction de sa taille. Bonjour Joseph Kamgan, Jacques Sofou, bonjour Edmond Barési Franco. L'armée dit la BR n'imprime que les papiers. La BR peut émettre de l'argent. Émettre de l'argent ne veut pas dire fabriquer des papiers, non. La BR peut décider, voilà, d'effacer au crédit et d'inscrire, effacer au débit et d'inscrire au crédit et racheter les dettes des entreprises, des banques, des entreprises qu'amener dans les banques. C'est possible. Mais pourquoi ils ne le font pas, je n'en sais rien. Les gens vont manger les petits, le nouvel ordre mondial en marche. Attendons de voir. Ngefak Jean, bonjour. Bonjour Jean-Pierre, Jean-Christian Dieucam. Bonjour Mélène Taffin. Ona Annick dit, le bien-être du peuple camerounais n'est pas leur préoccupation. Et ne l'a jamais été. Bon, attendons de voir. Edmond Barési Franco dit, au Cameroun, le tweetologue a griffonné quelques phrases et les cabros sardinas ont... Voyons. Au Cameroun, le confinement, s'il est respecté, va tuer plus à cause de la chaleur et de la vestuosité des maisons. À Douala, ce sera un carnage. Même quand la maison est grande sans climatisation, c'est insupportable. C'est possible, Edmond Franco Barési. Tu es médecin, je ne le suis pas, donc je ne peux pas savoir. Bonjour Yolande. Liliane Yaga, bonjour, bonsoir. Hein, bonsoir. Georges Camille Kepo, que vont faire nos petites économies devant toutes celles en situation? Bah, que vont faire nos petites économies? Hélas, c'est nos économies qui veulent être petites. Elles ont tout le potentiel pour être grandes, mais malheureusement, elles ne sont pas bien gérées. Bonjour Yolande. Bonjour. Bonjour Emmanuel Ndimbu. Edmond Franco Barési dit, tu parles de fibre optique. Voilà un ministre de l'enseignement qui demande aux enseignants, ceux qui ont des bons cours, ou elles entendent quoi par bon cours, de se rapprocher des inspecteurs et de leur envoyer les cours par email. Je connais des inspecteurs au Cameroun qui n'ont même pas de mail. Waouh! C'est chaud là. Hein? Edmond Franco Barési, je ne commente pas. Je connais le patron de la cybercriminalité au Cameroun. Il n'a pas de connexion Internet dans son bureau. Si je dis qu'il ne sait même pas utiliser l'ordinateur, vous allez croire que je suis devenu gourou. I'm charge of portable and call box à Colo pour mener ses enquêtes et assis au bar. La fibre optique, c'est juste un slogan populiste. Wow. Bonjour, Général Barat. Alexis Kouetou, super leçon. Wilson Nana, très édifiant, merci. Wilson Nana, rendez-vous demain. Voilà, rendez-vous demain, heure d'étoudie.
Il sera 10 heures, entre 10 et 12 heures à Chicago. On va essayer de faire ça. Voilà. Comment est-ce que ça s'applique au Cameroun? Je remercie tous ceux qui ont regardé le live. Je vous remercie franchement. Et tous ceux qui ont partagé. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je sais qu'il doit déjà être très tard là-bas au pays. Je vous dis merci. Et puis, ben, non. J'ai oublié. J'avais prévu de terminer le live un peu en musique. Pour rendre hommage à un acteur de la scène culturelle camerounaise qui s'appelle J.N. Nelson. Pour ceux qui ont connu un peu J.N. Nelson, je vous prie de rechercher sa musique sur YouTube et de partager. Voilà. J'ai posté ça là. Donc, pour ceux qui peuvent essayer de partager ça. Walter Atangana demande l'heure du live demain. Walter Atangana, demain, le live aura lieu à midi et il sera 18 h au Cameroun. Il sera, je crois, 18 h en France aussi. Voilà. Roland, il m'a dit qu'il arrive à la fin. Ouais, c'est dommage. Mais le live sera en replay sur mon mur et tu pourras aussi le regarder sur JMTV+. Voilà, et jmtv.com. Dans ces deux sites-là. JMTV+, c'est JMTV comme télévision, plus c'est PLUS. Voilà, sur YouTube. Donc, le live est en replay là. Si tu as l'application YouTube sur ta télévision, tu peux la regarder facilement. Voilà. Voilà, je remercie tous ceux qui ont regardé et je vous souhaite de passer une bonne soirée.